Bienvenue au podcast Le Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjus. Comme à l'habitude, je vais être accompagné par Marc-André Chaloux. Mais aujourd'hui, on va mettre la table pour la demi-finale de l'Est qui aura lieu samedi alors que les Alouettes vont recevoir les Blue Bombers de Winnipeg. Et pour l'occasion, il y a David Arsenault qui va se joindre à nous. Ensuite, Marc-André et moi, on va regarder de l'avant étant donné que jeudi soir, la 9e semaine d'activité de la NFL va commencer. Et on va terminer l'épisode, comme à l'habitude, avec Marc-André qui va y aller de ses conseils Fantasy Football en vue de la 9e semaine d'activité de la NFL. Alors, Guillaume, par la musique. Marc-André, ça va vite, c'est fou. La 9e semaine d'activité, d'une certaine façon, du côté de la NFL, ça va marquer la mi-saison. On va commencer, comme on le fait tout le temps, avec nos réactions excessives à la suite de la 8e semaine d'activité du côté de la NFL. Je vais y aller en premier, Marc-André. Ma réaction excessive, c'est que Drake May est le meilleur carrière de la QV 2024. Oui, même avant Jayden Daniels, qui a été sensationnel, éblouissant l'année dernière. Il a remporté le titre de recrue par excellence de la NFL, mais ça, c'était l'année dernière. C'était 2024. Là, on est rendu en 2025. Drake May, il est tellement précis sur ses longues passes. En plus de ça, il est en mesure d'aller chercher des premiers essais avec ses jambes. Il est la raison principale des succès des Patriots après, bien sûr, l'arrivée de Mike Vrabel à Foxborough. Mais ma réaction excessive, c'est que Drake May est un meilleur carrière que Jayden Daniels. Wow. En ce moment, les chiffres ne mentent pas, Didier, hein? Drake May connaît vraiment une saison surtout Daniels, c'est bien ça en plus, hein? Mais, ouais. en plus. Non, mais il est vraiment incroyable, Drake May connaît une saison exceptionnelle. Ouais, définitivement. Écoute, les Patriots ont gagné leurs 5 derniers matchs et au cours de cette séquence, Drake May a complété 10 passes de toucher contre seulement une interception, Marc-André. Il est vraiment sensationnel. Puis quand tu regardes les statistiques, même les statistiques avancées, il est parmi les meilleures carrières de la NFL depuis le début de la saison. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir la suite des choses pour May. Maintenant, toi, de ton côté, c'est quoi ta réaction excessive à la suite de la 8e semaine d'activité? Je sais pas si c'est très excessif, mais je trouve que Kirk Cousins n'est plus un quart numéro 1 dans la NFL. En fait, je te dirais même que la fenêtre pour transiger Kirk Cousins des Falcons, elle est fermée. As-tu vu honnêtement la pitoyable performance que l'attaque des Falcons et par l'entremise de Kirk Cousins a offert contre les piètres Dolphins? 173 verges par la passe contre les Dolphins, 10 points marqués seulement par l'attaque face à une formation qui en accordait jusque-là en moyenne 29 par match. Elle est révolue, Didier, l'époque où Kirk Cousins pouvait être le quart numéro 1, pouvait aller aider peut-être les Browns, les Panthers, les Jets, les Vikings. On s'en souvient, durant l'été, on s'est posé des questions. Elle est révolue l'époque également où Kirk Cousins pouvait lancer le ballon 30 fois par game parce que oui, 30 fois par match, parce que oui, il a lancé 30 ballons par match. Tout le monde pouvait savoir ça, sauf peut-être le coordinateur offensif Zach Robinson, qui lui, s'est dit que peut-être que Kirk Cousins pourrait lancer le ballon 30 fois par match au lieu de remettre le ballon à son homonyme, qui est le meilleur porteur de ballon de la NFL en ce moment. 9 courses seulement pour son homonyme. Oui, Zach Robinson, comme moi, s'est fait faire la barbe par les Dolphins dimanche. Content que tu soulignes que tu t'es rasé, là, parce que peut-être les gens qui nous regardent via la chaîne YouTube sont désorientés en te voyant sans barbe. Écoute, j'en ai long à dire, moi, sur les Falcons. Je vais garder ça tout à l'heure là, pour leur rencontre de cette semaine. Mais je veux te dire une chose à propos de Kirk Cousins. C'est peut-être la pire chose qui pouvait arriver du côté des Falcons. Ce que je veux dire par là, c'est que la date limite des transactions s'en vient à grands pas. C'est le 4 novembre. Puis si eux, ils espéraient changer Cousins, peut-être pour un retour de choix, je sais pas, peut-être de 3e ronde au repêchage, ou peut-être même de 2e ronde, la pire chose qui pouvait arriver, c'est que Cousins joue et qu'il joue mal comme il l'a fait. Parce que là, je pense que sa valeur vient de descendre à la suite de sa contre-performance de la semaine dernière contre les pitoyables Dolphins en plus. Bref, c'était nos réactions excessives à la suite de la 8e semaine d'activité du côté de la NFL. On va parler de la 9e semaine d'activité un peu plus tard. Mais tout d'abord, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, on va mettre la table pour la demi-finale de l'Est qui va avoir lieu samedi après-midi au Sapper sur Molson entre les Alouettes et les Blue Bombers de Winnipeg. Bien sûr, la
rencontre sera présentée sur les ondes de RDS dès 13h30 avec l'émission d'avant-match. Et à la description, bien sûr, on va retrouver notre collègue et ami David Arsenault qui se joint à nous afin de nous donner un petit coup de pouce pour mettre la table en vue des éliminatoires. Hey David, merci d'avoir accepté mon invitation. Salut les gars, ça me fait plaisir. Excellent, oui, David. Écoutez, on a vu, gars, tout le monde était content quand tu t'étais joint à nous avant le début de la saison de la NFL. Les gens là, étaient allés de bons commentaires via nos réseaux sociaux. Alors, on est très heureux de t'avoir à nouveau parmi nous. Fantastique. Je voulais vous parler, les gars. Écoute, j'ai des petites notes également. C'est la première fois, on va voir les Blue Bombers s'en venir à Montréal pour la demi-finale de l'Est. C'est la première fois depuis 2019 qu'aucune formation qu'on a effectué, que justement un croisement, là. C'est la première fois depuis 2019, oui, puis aucune formation a participé au match de la Coupe Grey. Jusqu'ici, les Bombers sont en éliminatoire sur la route pour la première fois 2019, Didier. Mais juste avant, je pense que tu aimerais revenir sur l'état de santé, une mise à jour des blessés, parce qu'on a été amochés justement à Winnipeg la semaine dernière, Didier. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les gars comme Moustapha Johnson ou Arlo Gouac? Bref, c'est quoi, comment qu'on se sent là, chez Alouette? C'est quoi justement le rapport de blessure là, du côté des Moineaux? Oui, on enregistre le podcast mercredi matin. J'ai assisté au premier entraînement des Alouettes mardi. Et ce qu'il faut dire, c'est que Moustapha Johnson était absent. Il a subi une blessure à l'épaule droite la semaine dernière contre les Blue Bombers de Winnipeg. En fait, il y a plusieurs joueurs qui sont sortis amochés de cette rencontre-là. Ça, c'est le pire scénario. Là, c'est qu'est-ce qu'on tentait d'éviter, bien sûr, du côté des Alouettes. Alors, Johnson, des joueurs qui ont été blessés à Winnipeg, je crois que c'est le cas le plus inquiétant. Il n'était pas présent à l'entraînement de mardi. Il avait son bras en écharpe sur les lignes de côté lors de la deuxième demi de la rencontre à Winnipeg. Ça augure pas bien. Puis on va pouvoir en parler tout à l'heure. On pourrait utiliser sa présence surtout face à Brady Oliveira. Tyrell Richards, qui est le meneur des Alouettes au niveau des plaqués sur les unités spéciales, lui aussi n'était pas présent à l'entraînement. Il n'a pas terminé le match de samedi dernier à Winnipeg. Arlo Gouac, qui s'est blessé à Winnipeg, il était là. Il a pris part à la séance d'entraînement. Stevie Scott n'a pas terminé le match aussi contre les Bombers. Il était présent à l'entraînement, mais il s'entraînait sur les lignes de côté. Il portait une orthèse au genou droit. Alors, on va voir s'il sera en mesure de jouer lors de la finale de l'Est. Alors, mais toutefois, il y a eu des retours également à l'entraînement. Puis je suis curieux de savoir, David, qu'est-ce que tu en penses? Sean Thomas Erlington était de retour à l'entraînement. Travis Tice également. On croyait même que la carrière de Thomas Erlington était compromise en raison d'une blessure au cou qui a fait en sorte que les Alouettes l'ont placé sur la liste des blessés de 6 matchs. Mais il a reçu le feu vert des médecins afin de revenir au jeu. Alors, juste écoute tes commentaires là à la suite, justement là, du dernier match, des nombreux blessés qu'il y a eu, puis également du retour surprise de Sean Thomas Erlington, également de Travis Tice à l'entraînement. Les blessures sur la ligne défensive, c'est inquiétant, ça j'en conviens, parce que les Alouettes feront face à l'un des meilleurs demi-offensifs de la Ligue, Brady Oliveira. Et si vous vous rappelez, lors du premier affrontement entre les deux équipes cette année, Oliveira et le jeu au sol avaient été sans pitié pour les Alouettes. Le demi-offensif à lui seul avait récolté 137 verges. Bref, c'est inquiétant parce que je crois que la ligne défensive en aura plein les bras samedi face aux Blue Bombers. Pour ce qui est de l'attaque au sol des Alouettes, c'est une bonne nouvelle, je dirais. Sean Thomas Erlington, effectivement, je croyais que sa saison était terminée. Je crois également que la présence de Travis Tice va dynamiser cette attaque. Cependant, je dois dire que j'ai été agréablement surpris par le travail qui a été fait depuis maintenant quelques semaines par Stevie Scott. J'aime beaucoup ce demi-offensif qui est imposant physiquement, qui est capable donc de faire sentir sa présence sur un terrain. Et j'ai même aussi aimé le travail, c'est un petit échantillon, mais Tyon Evans, lors du dernier match, il a démontré de bonnes choses. Alors, je pense que du côté de l'attaque au sol des Alouettes, on est bien nantis. Tant mieux si le vétéran Erlington est en mesure de reprendre sa place. Et je pense que même si Erlington et Tice n'y étaient pas, je crois que les deux demi-offensifs américains qu'on a vus ces dernières semaines pourraient faire du très, très bon travail. Si on reste avec l'attaque des Alouettes, Davis Alexander est invaincu en 11 matchs en tir de partant en saison régulière. Il est invaincu en éliminatoire aussi, en fait. Il n'a jamais participé à un match éliminatoire. Moi, je vois le verre à moitié plein. Non, sérieusement, ça sera son premier départ en éliminatoire dans sa carrière. Didier, comment tu entrevois vraiment ce match-là là, pour Davis Alexander?
J'ai hâte de voir ça parce que, bon, hier, autant Davis Alexander que Jason Maas nous disaient, ben, il s'agit d'un match comme les autres, la préparation est la même, mais la réalité que non, c'est pas un match comme les autres. Les matchs éliminatoires, l'intensité augmente. On dirait que les joueurs courent plus vite sur le terrain. Tu sais, David, t'as assisté à plusieurs matchs au cours de ta carrière, bien sûr. Puis, souvenez-vous du match éliminatoire de l'année dernière. Tu sais, les Alouettes ont été victimes de 5 revirements lors de la finale de l'Est contre les Argonauts de Toronto. On peut pas me dire que c'est un match comme les autres. Là. Tu sais, lorsque tu es un joueur, tu es plus nerveux lorsqu'il s'agit d'un match éliminatoire. Puis c'est un match sans lendemain. Le perdant, l'équipe perdante, sa saison va être terminée. Là. Tu sais, puis à chaque fois, quand ça arrive, l'élimination des Alouettes en éliminatoire, je trouve que c'est très drastique. Tu sais, on a beaucoup d'engouement, ce sont les éliminatoires. Puis là, boum, la saison est terminée immédiatement après la rencontre. Tu sais, c'est très final. Alors que l'autre équipe ben, va avancer à la finale de l'Est. Alors moi, j'ai hâte de voir Davis Alexander comment il va se comporter. Parce que souvenez-vous, lors de son retour au jeu après son absence contre les Stampeders de Calgary, il était craqué au maximum. Là. Même Mhm. certaines de ses passes étaient trop vives. Alors, comment il va gérer ses nerfs? Parce qu'il a beau dire que c'est un match comme les autres, mais c'est faux. Là. La foule va être incroyable. Les Alouettes ont invité leurs partisans à se revêtir en bleu, de porter la couleur bleue. Alors, l'atmosphère va être électrique là, au Sappersville Molson. Alors non, c'est pas un match comme les autres. Alors moi, c'est le début de la rencontre d'Alexander que je vais surveiller. Est-ce que la nervosité va l'affecter, va affecter sa performance peut-être lors de la première, deuxième séquence de la rencontre? Je suis d'accord avec toi, Didier. C'est une bonne observation parce qu'effectivement, le premier départ d'Alexander à son retour au jeu, c'est quelque chose qui m'avait un tout petit peu dérangé parce qu'effectivement, on le sentait qu'il était vraiment gonflé à bloc. Et si jamais ça se produisait samedi, j'ai l'impression qu'on pourrait peut-être paniquer rapidement chez les Alouettes, alors que l'expérience est du côté des Blue Bombers, sans aucun doute, alors que Colaros va effectuer son neuvième départ en match éliminatoire. Cependant, s'il y a un aspect qui pourrait jouer en faveur des Alouettes, et j'en reviens à cette ligne défensive qui fera face au jeu au sol des Bombers, mais également, il faudra appliquer de la pression sur Zach Collaros. Je pense que si les Alouettes sont en Hmm. mesure de bousiller son synchronisme dès le départ, d'aller le frapper quelques fois, pas nécessairement d'avoir des sacs, mais simplement de lui faire sentir notre présence très tôt, je pense que ça pourrait jouer en faveur des Alouettes. Collaros n'a jamais été à son meilleur face aux Montréalais. D'ailleurs, depuis le début de sa carrière, c'est contre cette équipe, contre les Alouettes, qu'il a lancé le plus grand nombre d'interceptions. Alors, une fois sur six là, dans la Ligue canadienne, quand il a été victime d'une interception, c'était contre les Alouettes. Alors, s'il y a une équipe qui, au fil des ans, a souvent eu de bons moments contre lui, ce sont les Alouettes. Alors, je pense que dès le départ, ce sera très important. La ligne défensive doit absolument bousiller son synchronisme, elle doit lui faire sentir sa présence. Et à ce moment-là, je pense que les Alouettes auront de très bonnes chances de l'emporter. Ce sera un Ouais, match parce que entre deux des meilleurs historiquement, du... Oui, vas-y, ouais, Didier. excuse-moi Marc-André, je voulais juste ajouter sur ce que David vient de dire, parce que tu as tellement raison. Historiquement, Carla Ross en particulier, il a des ennuis contre les défenses de Noel Thorpe. Ça remonte même à l'époque Oui. lorsque Carla Ross portait les couleurs des Tiger Cats de Hamilton. Puis je me souviens à un certain moment donné, dans le cadre des événements de la Ligue canadienne, à l'époque, là, lorsque la Ligue canadienne avait sa grande semaine, sa semaine de la Ligue canadienne au mois de mars, là, je pense à l'époque, ça se passait, peu importe. En entrevue, tu sais, il m'avait dit, ouais, les défenses de Noah Thorpe, tu sais, je trouve ça compliqué et tout. Ça remonte à il y a plusieurs années de ça, quand il m'avait dit ça. Il jouait pour les Tiger Cats, mais par la suite, j'ai toujours remarqué ça. Tu sais, comme tu l'as dit, il est pas à son mieux contre les Alouettes. Alors, ça va être quelque chose à surveiller. Puis on sait là qu'il a été ennuyé par de nombreuses blessures au cours de la saison. Il y a même Jeffrey Quentin-Arcou qui était de passage dans les studios de RDS lundi, puis il a dit là, que les Alouettes il souhaite être en mesure de frapper Colaros tôt dans la rencontre. Alors ça va être quelque chose à surveiller. D'accord, oui. Non, mais je voulais vous parler, si vous parlez du sujet de défense, je voulais vous amener justement, David en a esquissé un peu tout à l'heure en parlant de Brady Oliveira. Est-ce qu'on va pouvoir vraiment le stopper? Parce que lors des deux matchs contre les Blue Bombers cette saison, Mm. les Alouettes ont accordé 337 verges au sol. Pierre Bercheval en a parlé au 5 à Ouf. 7 cette semaine. Jeffrey Quentin-Arcou aussi a dit que c'est vraiment primordial de stopper Brady Oliveira, et même dans le dernier match, là, on a accordé plus de 175 verges au sol. Donc, ce sera vraiment la clé là, pour l'unité défensive des Alouettes, parce que l'unité défensive des Alouettes, elle est excellente contre la passe, une moyenne de 256 verges allouées.
C'est la meilleure moyenne dans la Ligue canadienne. Donc, c'est vraiment, on va vraiment porter de l'attention, une attention particulière là, sur le jeu au sol des Blue Bombers en fin de semaine. Oui, Je vas-y, vais y David. aller. Donc, effectivement, oui, ben c'est ça, je suis d'accord avec toi, Marc-André. Le jeu au sol même, je dirais, samedi à Winnipeg, Matthew Peterson, qui était le demi-offensif numéro 1, a récolté 80 verges au sol. C'est pas le fameux plateau Hmm. des 100 verges par la voie terrestre en un match, mais ça démontre effectivement que bien des demi-offensifs sont en mesure d'obtenir leur large part de succès face aux Alouettes. Alors, je suis d'accord avec toi, ce sera vraiment pas facile. Et Oliveira, qui vient de profiter d'une semaine de repos, moi, j'ai l'impression qu'il va être gonflé à bloc, qui va disputer l'un de ses meilleurs matchs. Je crois que si on est en mesure de limiter Oliveira à 60 verges ou moins, le match va être remporté par les Alouettes. Mais sinon, si Oliveira prend le contrôle de ce match-là avec la ligne offensive, j'ai bien peur que les Alouettes n'auront pas l'occasion de répliquer trop souvent à de longues séquences des Blue Bombers. Ouais, c'est quelque chose qui m'inquiète de mon côté, ça, la défense contre le jeu au sol des Alouettes, parce que ça a été un problème pendant toute la saison. Tu sais, principalement, là, tu sais, Mhm. combien de fois qu'on a vu des porteurs de ballon connaître du succès. Écoutez, même Greg Bell, là, les Tiger Cats de Hamilton, qui, eux, lorsqu'ils étaient présentés à Montréal, ils avaient la pire attaque terrestre de toute la Ligue canadienne. Puis Greg Bell a connu le match de sa vie là, contre la défense des Alouettes. Mais le fait que Jeffrey Canté-Arco a mentionné que c'était une priorité, on est conscient de ça du côté des Alouettes, mais j'ai hâte de voir là, au niveau des tranchées, est-ce que les Alouettes vont être en mesure justement de gagner la bataille des tranchées, autant avec la ligne défensive contre le jeu au sol des Bombers, puis appliquer de la pression contre Zach Collaros, comme on vient de mentionner, mais également de l'autre côté du ballon, la ligne à l'attaque des Alouettes. Ça, j'ai hâte de voir ça en termes de protection. Absolument, la ligne Effectivement, parce offensive des Alouettes pardonne-moi Marc-André, donc Donnie ben non, Venturelli qui c'est va difficile. revenir, devrait revenir au jeu cette semaine. C'est une ligne offensive qui donc ne devrait pas subir trop de transformations. Oui, mais c'est une ligne quand même qui, je trouve, cette année, c'est bien débrouillé chez les Alouettes. Donc, on verra bien, mais j'ai hâte de voir effectivement. Je sais que c'est un cliché, mais il faut absolument gagner cette bataille des tranchées. C'est quelle équipe Mm. qui aura le plus de hang, la volonté de l'emporter. C'est souvent là que ça se joue. C'est une question d'identité, de hang, de détermination. Alors, ouais, vraiment, c'est dans les tranchées que ça va jouer également. Parce qu'on a des grosses pointures également du côté des Bombers. Là, on parle de Willie Jefferson qui a rabattu quoi 16 passes cette année. C'est longs bras. Là, on parle des longs bras à Montréal de Sean Oakman. Là. Ben, Willie Jefferson, c'est la même chose. Mm. C'est un sommet dans la Ligue canadienne, c'est 16 passes rabattues. On a Tony Jones également, là, qui est deuxième dans la Ligue canadienne pour les plaqués à 102 plaqués défensifs. Donc vraiment, on parle de la ligne à l'attaque également des Alouettes qui vont en avoir plein les bras, mais les Blue Bombers aussi, là, c'est vraiment une équipe qui est axée sur la défense. Ils sont un peu bâtis de la même façon que les Alouettes, c'est vous mon avis. Ouais, tu sais, on vient de parler des passes rabattues par Willie Jefferson. Euh, Est-ce qu'on va utiliser Josa du côté des Alouettes, les gars? Tu sais, parce que combien de fois, depuis le début de la saison, que ce soit au podcast, ici, ou même en nom, David, lorsque tu es en compagnie de Pierre Vercheval, tu sais, les jeux d'options, la passe-course, les fameux RPOs, qui se transforment à 99% du temps, on dirait, en jeu de passe. Tu sais, moi, je pense pas que c'est une bonne idée nécessairement de mettre le match uniquement sur le bras de Davis Alexander. Parce que c'est ça, là, tu sais, j'aimerais voir un certain équilibre, mais en même temps, on n'a jamais eu ça depuis le début de la saison du côté des Alouettes. Alors, moi j'ai hâte de voir ça, là, tu sais, parce qu'on vient de parler de Willie Jefferson et tout. Tout à l'heure, je vous ai nommé une demi-douzaine de porteurs de ballon, là, du côté des Alouettes. Tout le monde revient au jeu en même temps. J'ai hâte de voir qui va faire partie de la formation lors de la journée du match. Mais moi, je souhaiterais voir un meilleur équilibre du côté de l'attaque des Alouettes. Mais je ne sais pas si ça va se produire parce qu'on n'a pas vu ça pratiquement pendant toute la saison, mis à part 3-4 matchs ici et là. Mhm. Effectivement, c'est ce qui peut être risqué ou chez les Alouettes parce que quand on mise sur un carrière comme Davis Alexander, qui est capable de faire la différence à lui seul par la passe, on est peut-être porté à mettre le jeu au sol de côté, mais je suis d'accord avec toi.
Il y a plus tôt cette saison, rappelle-toi, il y a un match au cours duquel je crois que les vrais demi-offensifs de l'équipe avaient porté le ballon peut-être 4 fois au total. Alors, c'est un Je pense que non-sens, c'était d'autant plus Hamilton, qu'on se ouais. dirige vers Mhm. voilà, contre les Tiger Cats. Alors, c'est un non-sens à ce stade-ci de la saison de ne pas être en mesure de miser sur un jeu au sol qui est efficace et qui est constant. On se dirige, je comprends qu'il fait de plus en plus chaud, là. On joue peut-être pas les matchs à moins 25, puis avec 1 mètre de neige sur le terrain, là, mais quand même, il faut avoir un jeu au sol plus efficace lorsque les matchs sont disputés au mois de novembre. Euh, Absolument. Donc, oui, j'espère qu'on n'abandonnera pas le jeu au sol. Et j'en reviens à l'un des aspects qui sera important chez les Alouettes. Puis je sais que c'est une évidence, mais c'est le temps de possession. Les Alouettes ne pourront pas se Hmm. permettre de connaître de courtes séquences. Il faudra contrôler le ballon, le temps de possession. Il faudra connaître des séquences de 4, 5 minutes si possible. Et qu'est-ce que ça prend pour connaître de longues séquences? Du jeu au sol, récolter les premiers essais. Alors, je suis totalement d'accord avec vous. Oui, Alexander, c'est parfait qu'il soit à son poste. Oui, c'est lui qui aura son grand mot à dire dans les succès de l'attaque. Et le jeu au sol doit faire partie de l'équation. Et j'espère aussi que Jason Moss ne l'abandonnera pas. C'est important de garder le Hmm. jeu au sol, même si au départ, on a des petites courses de 3 verges, qu'on se retrouve souvent en situation de 2e et 6, 2e et 7. Il ne faut pas abandonner le jeu au sol. Didier, Jason Moss a été prolongé sera à Montréal jusqu'en 2028. Donc, pour le jeu au sol, l'équilibre, là, on peut en parler encore longtemps. D'après moi, il va falloir que tu t'y fasses. D'après moi, c'est dans l'ADN du gars. Je pense pas qu'il va changer, mais ça, c'est une autre histoire, Ouais. Didier. Euh, S'il je est voulais vous toujours parler là peut-être. jusqu'en 2028, ça veut dire que les Alouettes vont avoir connu du succès. Alors, Ouais. ça veut dire que ça va OK, être une bonne c'est chose. bon. C'est bon, c'est bon. Je voulais peut-être vous demander peut-être un autre joueur que Davis Alexander ou un entraîneur ou une unité qui devrait connaître un bon match pour que les Alouettes l'emportent. Je vais commencer par toi, Didier. Évidemment, on a parlé beaucoup de la défense, là. J'imagine qu'à l'intérieur, le Quentin Arcou, les Darnell Sankey devront connaître un bon match. Mais toi, Didier, qui, selon toi, devra connaître un bon match si les Alouettes espèrent l'emporter ce samedi? On vient d'en parler. Pour moi, c'est Jason Maas. T'sais, moi, c'est ça que je vais surveiller là, du côté de l'attaque des Alouettes. Parce que, tu sais, on vient de parler, David vient d'expliquer pourquoi, là, tu sais, ça serait important de courir avec le ballon, mais ça aide également ta ligne à attaque. Parce que pour les joueurs de ligne à attaque, lorsque tu es continuellement en recul, que tu dois bloquer contre de la passe, tu réagis lorsque tu bloques contre de la passe. Tu observes le joueur de ligne défensive et tu dois continuellement réagir. Alors que si tu peux, tu sais, saupoudrer ça avec du jeu au sol, ben là, les joueurs de ligne à attaque peuvent être plus agressifs. Ils vont vers l'avant. Alors, c'est complètement différent, la mentalité au sein de la ligne à l'attaque lorsque tu leur donnes un coup de pouce en sélectionnant des jeux de course. Alors, moi, c'est ce que je vais surveiller. L'attaque des Alouettes, elle est talentueuse, mais la sélection de jeu de Jason Maas, moi, c'est la chose numéro un pour moi que je vais surveiller samedi après-midi. Effectivement, tu as raison, parce que la ligne offensive doit être celle qui agresse et non être celle qui se fait constamment agresser. Voilà. Et ça, j'en ai eu l'occasion de discuter avec Pierre tellement souvent. C'est tellement une grande différence lorsque la ligne offensive sait qu'on va courir, qu'on va imposer notre rythme et que même si l'adversaire sait qu'on va porter le ballon, on réalise que c'est nous qui aurons du succès. Ça, c'est une sensation qui est très forte sur un terrain de football et je suis d'accord avec toi, il faut que les Alouettes agresse à l'occasion, qu'il ne soit pas constamment en mode défense. Si vous me permettez, moi, je vais y aller avec un aspect qui va retenir mon attention samedi, et c'est le travail des unités spéciales. Depuis 2 matchs maintenant, on a vu du bon, mais également du mauvais des unités spéciales. Le bon, par exemple, c'est le botté de dégagement qui a été bloqué contre Ottawa à Montréal par Marc-Antoine Dequoy. Mais le mauvais, c'est ce qu'on a vu au cours des 2 derniers matchs et même des 3 derniers matchs. Rappelez-vous contre Ottawa, à Ottawa, on a tenté un jeu truqué qui n'a pas fonctionné. On a également été victime d'un botté court qui a été recouvré par l'adversaire. Et lors du dernier match à Winnipeg, il y a eu une pénalité qui a été imposée à Sean Oakman alors que les Bombers étaient en situation de 3e essai. Ils ont pu poursuivre leur séquence et générer des points par la suite. Il y a également quelques erreurs mentales, je dirais, notamment lorsque Charleston Rambo reçoit le ballon dans la zone de but à la suite d'un placement qui est raté et décide de quitter la zone de but. Je ne sais pas comment ça Mm. fonctionne et loin de moi l'idée de mettre le blâme sur Byron Archambault, pour lequel j'ai énormément de respect et je crois que Byron Archambault connaîtra une très longue carrière et deviendra un jour entraîneur-chef dans la Ligue canadienne, il n'y a aucun doute.
Et je me demande de quelle façon ça fonctionne. Est-ce qu'on va dire au retourneur avant le jeu, si jamais c'est raté, tu dois absolument mettre un genou au sol, je ne veux pas que tu quittes la zone de but. Et si le ballon, par exemple, est récupéré à 5 verges ou moins de la ligne des buts, tu peux sortir de la zone. Ce que je veux dire par là, c'est que le positionnement sur le terrain est tellement important. Lorsque Rambo a quitté le terrain, la zone de but, devrais-je dire, pour aller gagner à peine quelques verges, dans ce cas-ci, je pense que tout le monde est d'accord, on aurait dû accorder un point, profiter d'une meilleure position pour commencer la prochaine séquence. Alors, ce sont des petites erreurs. Mm. Il y a parfois 4, 5, 6 jeux dans un match qui vont faire une différence. Mais selon moi, ce sont des jeux qui font des différences. Commencer une séquence à sa ligne de 6 au lieu de sa ligne de 35, de 40, ça fait une énorme différence, surtout dans un match au cours duquel il n'y a pas beaucoup de points qui ont été marqués par l'attaque. Ah, les verges cachées, les fameuses verges cachées. C'est ça, Ouais, on n'en parle jamais ouais. des unités spéciales, on l'oublie toujours qu'on évalue les forces et faiblesses des équipes qui vont s'affronter. Mais ouais, t'as raison. Puis en passant, James Letcher était de retour à l'entraînement. En fait, il s'était entraîné la semaine dernière, même s'il n'a pas joué contre les Bombers à Winnipeg, mais il était présent lors de l'entraînement de mardi. Il retournait les botter. Alors, il est plus expérimenté à ce niveau-là que Charleston Rambo. Alors, je pense qu'on va pouvoir éviter justement là, les crampes au cerveau comme celles que Rambo avait eues, que tu viens de mentionner. D'ailleurs, les Alouettes n'ont pas eu beaucoup de retours explosifs cette année, si ma mémoire est bonne. Mm. 3 retours explosifs seulement. Donc, on parle de retours de bottée d'envoi d'au moins 40 verges ou des retours de bottée de dégagement et de placement raté d'au moins 30 verges. Donc, 3 seulement, dont un qui a été réussi par Travis Tice pour un toucher. Mais 3 au cours d'une seule saison, c'est trop peu. Les Alouettes devront avoir au moins un retour explosif samedi pour améliorer leurs chances de l'emporter. Ah, j'ai hâte de Moi, voir ça. Faut j'aimerais pas oublier que. que Mike O'Shea, excuse-moi Marc-André, juste rapidement, Mike O'Shea, avant qu'il devienne entraîneur-chef, il était coordonnateur des unités spéciales, puis il était considéré comme Ah ouais. étant le meilleur là, de la Ligue canadienne de loin. Alors, au niveau de cette bataille-là, ouais, tu fais bien de le mentionner, David, là, la bataille des unités spéciales, c'est peut-être ça qui va avoir le plus grand impact dans la rencontre. Exact. Moi, j'aimerais voir Austin Mack connaître un grand match, les gars, parce qu'on a investi à long terme en Austin Mack chez les Alouettes. Je suis d'accord, Hmm. on convient, blessé plus souvent qu'à son tour, c'est pas de sa faute, mais quand même, Austin Mack a inscrit 2 touchés à ses 3 derniers matchs cette saison, a 3 matchs de plus de 85 verges, sauf que dans tous les cas, c'était contre Ottawa. Il connaît du succès contre Ottawa et je pense que la clé des Alouettes, j'aimerais voir Austin Mack connaître du succès contre une autre formation que le Rouge et Noir d'Ottawa dans un grand match. Puis je pense que si Austin Mack arrive à connaître du succès, ben, je trouve que le groupe de receveurs des Alouettes devient de plus en plus imposant avec Phil Pott, avec Snead, avec Speaker, avec maintenant Austin Mack. Donc, ouais, j'aimerais voir Austin Mack connaître du succès parce que justement, on a investi à long terme à lui. Il n'a pas été en mesure vraiment de prouver sa valeur en ce moment du côté des Alouettes. Je pense que la demi-finale de l'Est, ben, ça serait un bon moment là, pour que Austin Mack se lève enfin. Moi, je crois que c'est Tyson Philpott qui devrait connaître un gros match. Hmm. Oui, il est excellent, mais je pense qu'il peut en faire davantage. Il a connu son gros match plus tôt cette saison, plus de 200 verges. Mais en voilà un, je pense, qui pourrait profiter de l'occasion pour en donner un peu plus. Et tout ça, je crois, ce sera en partie parce que les Blue Bombers vont surveiller de très près Tyler Snead, qui a démontré cette année qu'il était le receveur le plus constant, receveur important également en situation de deuxième essai. Alors, si jamais on concentre, on met nos énergies vers Tyler Snead et que c'est Austin Mack, moi, je pense que c'est Tyson Philpott qui doit connaître une grosse rencontre. Je vois un match de 7 passes captées en 10 tentatives. Là, on va lui lancer le ballon peut-être une dizaine de fois. Il doit capter au moins 7 ballons et qui sait atteindre la zone de but au moins une fois. Mais c'est Tyson Philpott, selon moi, qui doit jouer un gros match samedi. Et je souhaite que José Ouais, Maltos Diaz là, soit assez tranquille parce que ça veut dire que les Alouettes auront été opportunistes dans la zone payante au lieu Ouais. d'effectuer des bottées de précision. Donc, ça sera intéressant de ce côté-là aussi. Là. ben, t'as vraiment raison, Marc-André, là. Tu sais, encore une fois, c'est un match sans lendemain. Tu peux pas gaspiller les présences près de la zone des buts, là. Lorsqu'on arrive dans la zone critique, ça doit être 6 points. Ça doit être des touchés. Puis ça, c'est toujours le genre de choses qui revient te hanter, là. Tu sais, au cours d'une rencontre, lorsque tu rates des opportunités, puis là, t'arrives, la rencontre est terminée, puis tu dis, ouais,
Si là, tu sais, il y a deux de nos présences dans la zone critique, à la place de se contenter de botter de précision, si on avait inscrit des touchés, ça aurait fait la différence. Puis, tu sais, on l'a vu là, tu sais, lors des dernières années, c'est arrivé où les Alouettes ont justement eu des passages à vide près de la zone critique. On a dû mettre l'emphase là-dessus lors des entraînements par certains moments. Alors ouais, effectivement, ça c'est une bonne observation, Marc-André. Là. Ça va être à surveiller. Du côté des Alouettes, est-ce qu'on peut marquer des touchés à la place justement de se fier à la jambe de Maltos Diaz? Rien contre lui, mais on préfère voir les Alouettes marquer 6 points plutôt que de se contenter d'un petit 3 points. On a reçu Exact, des vous questions, avez totalement messieurs. raison. Puis, pardonnez-moi, là, je sais qu'il y a un petit délai, là, mais effectivement, Didier, tu as raison. Euh, L'attaque doit générer des points. Dans la Ligue canadienne, pour espérer l'emporter, c'est pas à coup de 3 points, c'est pas avec des performances de Mm. 17 points. Les Alouettes vont devoir en marquer au moins 25 samedi pour espérer l'emporter. Je referme la parenthèse, Marc-André. Non, mais je voulais juste vous dire qu'on a reçu des questions de la part des amateurs sur les réseaux sociaux. D'abord, Patrice Drapeau-Bisson là, via Instagram qui nous demande: les Alouettes ont perdu les deux affrontements contre les Blue Bombers cette année, mais considérant que ces deux affrontements, Davis Alexander n'était pas en uniforme, est-ce que les Alouettes ont des bonnes chances de gagner la demi-finale de l'Est avec une équipe contre une équipe de l'Ouest, Didier? Ouais, ben ça, c'est le facteur qui est intéressant dans tout ça, hein. C'est que les Bombers ont jamais affronté Davis Alexander cette saison. Alexander, bon, c'est, il a fait de ses jours sur la liste des blessés. Alors ça, c'est intéressant pour les Alouettes. Parce que c'est ça, là, du côté des Bombers, oui, on a les bandes vidéo et tout, mais on n'a jamais joué contre lui. Puis, parce que ça, j'espère que ça va être avantageux pour les Alouettes. Oui, effectivement, et je crois que c'était le meilleur scénario pour les Alouettes. Si on devait affronter une équipe de l'Ouest, je pense que les Blue Bombers représentaient, je dis pas que c'est une équipe faible, loin de là. Mais je pense que les Alouettes, pour commencer leur premier tour éliminatoire, c'était mieux qu'ils affrontent les Blue Bombers que les Lions de la Colombie-Britannique ou les Stampeders de Calgary. Alors effectivement, je pense qu'avec Davis Alexander dans la formation, ça va être différent. Mais je répète ce qu'on a dit depuis maintenant plusieurs minutes. L'attaque doit se mettre en marche. Elle doit générer au moins une vingtaine de points. Davis Alexander ne doit pas se prendre pour Superman puis sortir sa cape au premier quart et essayer de tout faire à lui seul. Et le jeu au sol doit faire sa part dans cette performance des Alouettes. Et un petit mot sur les Bombers, peut-être également, là, au niveau le rapport des blessures. Nick Dembski n'a pas participé à l'entraînement de mardi. Blessure au ischio-jambier. Il a raté les deux derniers matchs. C'est quand même un receveur de 1000 verges là, et de 7 touchés Oui. cette saison. Donc, ça pourrait quand même, je ne dis pas de faire la différence, là, mais ça peut avoir un impact assurément sur le match, sur la rencontre. Assurément. Avant de lancer les deux autres questions qu'on a, je voulais juste présenter le tableau de la demi-finale de l'Est alors que les Blue Bombers et les Alouettes, bon, le match sera à samedi, le 1er novembre, donc à 14h, Didier. Donc, toute l'équipe à RDS, vous serez là en poste pour ce match-là. Oui, c'est ça. Prochain match, voilà. 1er novembre à 14h. Notez bien l'heure, 14h au stade Percival Moore. J'ai hâte. J'ai hâte. Si on fait juste avancer dans le temps, là, tu sais, puis se rendre à la journée de samedi. Parce que moi j'assiste aux entraînements, mais là, j'en ai vu plusieurs entraînements, les gars, là, depuis le 11 mai, là, depuis l'ouverture du camp d'entraînement. Je suis fatigué de voir des entraînements. J'ai hâte au match afin de voir ce que les Alouettes vont aller à Hamilton pour affronter les Tiger Cats la semaine prochaine. Ouais, moi aussi, j'ai hâte parce que la saison, elle est longue, puis à un certain moment, bon, on tombe un petit peu dans la routine, mais on travaille de façon, comme journaliste, évidemment, mais on travaille pour arriver à cette période de l'année quand on sait qu'il reste 3 semaines à la saison, sachant également que c'est le dernier match à domicile en 2025 pour les Oui, Alouettes. Alors, j'ai hâte, là. Je sais que moi, samedi, je vais me lever assez tôt, puis je vais me rendre au stade assez tôt pour m'imprégner de cette ambiance-là. Ça change pas à chaque année. oui. C'est fou parce que ça fait une trentaine d'années que je suis les Alouettes, 29-30 ans. Et à chaque année, je ressens la même chose. C'est fou parce que je me disais à un certain moment, je vais peut-être être blasé ou ça va devenir de la routine. Puis, au contraire, j'ai hâte encore au match de samedi. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. J'ai hâte au match ultime dans quelques semaines. Alors, vraiment, c'est une période de l'année qui est tellement intéressante, tellement chargée d'émotions, tellement vraiment là, je suis fébrile, puis
Je suis d'accord avec toi, Didier. J'ai hâte que samedi arrive parce que là, la semaine, elle est longue. Écoute, David, c'est tellement un bon point que tu amènes parce que peu importe la ligue, peu importe la ligue de football, quand tu rentres dans un stade où il y a un match éliminatoire qui va être joué, puis que le stade est rempli à pleine capacité, Ah, l'atmosphère est toujours électrique. Du moment que tu entres dans le stade, puis que le stade est rempli, juste l'énergie dégagée par la foule, tu sais que c'est pas un match de saison régulière. Tu sais, ça en vient un peu qu'est-ce que je disais tout à l'heure, là. Tu sais, quand Mars et Alexander nous disent, ah, c'est un match comme les autres. Mais tu l'as vécu, tu viens de dire, tu le vis à tous les ans depuis de nombreuses années. J'ai l'occasion de le vivre également dans mon travail. Puis même lorsque je jouais, tu sais, au football universitaire, quand c'est un match éliminatoire et que le stade est plein, tu le sens du moment que tu entres dans le stade. L'atmosphère est électrique. C'est un gros match de football qui va être joué. Là, j'ai hâte ah à oui. samedi, là, vraiment, là, pour ressentir ce feeling-là. Là, c'est une des Mhm. choses que j'apprécie le plus de mon travail. D'avoir l'occasion d'être dans le stade sur les lignes de côté durant ces gros matchs-là. Totalement d'accord avec toi. Ça complète, messieurs, l'avant-goût, le volet avant-goût de la demi-finale de l'Est. Avant que tu partes d'idée, David, je voulais juste vous poser deux Oui. autres questions qu'on a reçues sur les médias sociaux qui ont un peu moins rapport avec la demi-finale, mais bref. Zachary Grondin sur X nous demande bonjour, messieurs, croyez-vous que Trey Ford pourrait être une bonne option pour les Alouettes comme réserviste à Davis Alexander la saison prochaine? Lâchez pas votre excellent travail. Didier, est-ce que Trey Ford est une option comme quart numéro 2 ou 3 l'année prochaine à Montréal? Ben, tout d'abord, on va avoir besoin d'un nouveau carrière numéro 2 là. Je pense qu'on s'entend là-dessus. Je veux pas parler en ton nom, David. Je veux pas te mettre des mots dans la bouche. Marc-André et moi, on en a parlé tout au long de la saison des contre-performances de McLeod Bethel Thompson, si bien que la mère de Marc-André également nous Ah a oui. fait part de son mécontentement. Elle est vraiment pas une fan de Bethel Thompson. Regarde, je pense qu'il est rendu au bout du rouleau. Là. Je veux pas m'acharner sur lui, mais ça semble être évident. On va avoir besoin de la carrière numéro 2 du côté des Alouettes. Mais Trey Ford n'est pas la solution, OK? Non, non. Parce que Trey Ford, écoute, tu sais, oui, c'est un bon athlète et tout, mais écoute, c'est pas un passeur. J'espère qu'on va trouver une meilleure option que Trey Ford là, en tant que carrière numéro 2. Là. Oui, puis même on peut se demander est-ce que la carrière de Caleb Evans est terminée parce qu'il a quand même subi deux blessures importantes Oui. à un genou au cours des dernières années. Alors, ça veut dire que peut-être les Alouettes devront chercher deux autres carrières au moins. Est-ce que James Morgan a démontré cette année qu'il pouvait être le numéro 2 la saison prochaine? J'ai des doutes Mm, encore, mais je dois dire que mm. au départ, j'étais vendu à l'idée de permettre à James Morgan d'obtenir au moins un départ. J'avais hâte de le voir en action dans un match de saison régulière. Il m'a déçu un tout petit peu. Cela dit, je suis patient. Je pense que rien n'est perdu avec James Morgan, mais la saison prochaine, s'il est encore avec l'organisation et s'il veut vraiment avoir le rôle de numéro 2, il va devoir en démontrer un petit peu plus lors des matchs préparatoires. D'un autre côté, j'ai pleinement confiance en Danny Machocha. Ses décisions ont été plus que bonnes depuis qu'il est en poste. Il a été en mesure de dénicher des joueurs autonomes de grande qualité. Maintenant, la décision ou la question, devrais-je dire, c'est est-il en mesure de trouver un autre Davis Alexander qui pourra grandir dans l'organisation et être disponible, Mm. qui sait, dans 2, 3 ans pour un rôle de numéro 1. Espérons pas chez les Alouettes parce que ça veut dire qu'Alexander serait blessé ou aurait offert des contre-performances, mais les Alouettes ont besoin de former un autre jeune quart arrière. Alors, j'ai hâte de voir ce que Danny Machocha fera. Donc, toi aussi, Trey Ford, tu crois pas que ça serait la solution à tout ça, hein? Juste pour être clair. OK. Ouais, je vais répéter ce que tu viens de dire. Effectivement, ce n'est pas un quart arrière qui, selon moi, serait une bonne option pour les Alouettes. Max Lefebvre sur X nous demande je sais que vous ne vous êtes pas des politiciens ou des employés de la construction, mais est-ce que voir les Alouettes au stade olympique pour de bon après les rénovations est quelque chose de plausible? Merci, Didier. David, je vais te laisser y aller en premier. Tu es notre invité. C'est la dernière question qu'on a. Puis moi, le sujet du stade olympique, là. Fait que vas-y en premier, parce que moi, Bon, je suis pas capable. OK. OK. Alors, je commence. Vous avez peut-être remarqué derrière moi, là, j'ai un logo des Alouettes, j'ai un logo des Expos. Ça vient du métro P9 ou Vio, là, qui est juste à côté du stade olympique. J'ai un profond attachement pour le stade olympique. J'y ai passé des moments mémorables en allant voir
quantité de matchs incroyables des Expos de Montréal. J'ai passé mon enfance et mon adolescence au Stade olympique. C'est un stade pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Malgré les rénovations, je ne pense pas que le Stade olympique sera la solution pour les Alouettes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne peut garantir une foule d'au moins 40, 45, 50 000 spectateurs. Pour que ce stade-là vibre totalement, il doit être rempli. Alors, même si on apporte des modifications au deuxième étage, au niveau supérieur, qu'on couvre des sièges parce qu'ils ne seraient pas remplis de spectateurs, je pense que c'est un stade qui doit être rempli à capacité. On doit au moins avoir 35 000 personnes pour sentir une réelle énergie dans ce stade-là. Alors non, je n'y crois pas parce que les Alouettes ont un bon noyau spectateur, 20, peut-être 25 000, mais encore là, on ne remplit pas le stade Molson régulièrement. Alors non, je pense qu'il n'y a pas assez d'amateurs qui seraient prêts de façon constante à aller encourager les Alouettes. Parce que là, on ne parle pas juste d'un événement par année, on ne parle pas juste, par exemple, d'une finale de l'Est, comme c'était le cas dans les années 2000, ouais, dans les années 2000, alors que les Alouettes présentaient un match par année au Stade olympique. Là, on parle d'y aller 10 fois par année au moins, en incluant le match préparatoire, 11 fois avec une rencontre éliminatoire. Donc, jusqu'à preuve du contraire, les spectateurs ne seraient pas assez nombreux pour remplir le stade. Hmm. Bon, David, j'ai essayé de me calmer parce que moi, à chaque fois qu'on amène le sujet du stade olympique, je dois faire un effort pour contrôler mes émotions, là. OK? Comme Pourquoi? toi, j'ai des souvenirs du stade olympique. J'étais là en 94 lorsque les Alouettes avaient gagné leur série, les Alouettes. Les Expos avaient gagné leur Les série contre Expos. les Braves. Cliff Lloyd, Ouais. ouais, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit les Alouettes deux fois, ouais, les Expos, ouais. Cliff Lord avait frappé un coup de circuit au champ droit. J'étais avec mes amis au champ droit justement contre Greg Maddox pour faire gagner les Alouettes contre les Braves. Ok, j'étais les Expos, c'était mon équipe. Comme toi, j'ai plusieurs souvenirs du Stade Olympique. Euh, Stade Olympique, c'est un stade qui est complètement désuet. Ok, là ils sont en train de rénover le toit au coût de 800 millions de dollars, près d'1 milliard de dollars. Mais c'est mettre du rouge à lèvres sur un cochon. C'est aussi simple que ça. OK? On parle d'un stade qui a près de 50 ans. Tous les stades de cette génération-là, à travers l'Amérique du Nord, ne sont plus là, n'existent plus. Ça fait longtemps qu'on a arrêté de les utiliser. Même les stades qui ont été bâtis au cours des années 90, ben, on les remplace maintenant à travers l'Amérique du Nord parce qu'ils sont trop vieux, ils sont désuets. Euh, Lorsque tu visites les stades, puis tu sais, David, on a l'occasion d'aller au Super Bowl à tous les ans, les stades ultra modernes, que ce soit à Atlanta, le SoFi Stadium que j'ai eu la chance de visiter il y a quelques années. Tu te rends compte comment ici on est complètement à l'âge de pierre au niveau du stade olympique, au niveau des infrastructures. Ça fait dur, honnêtement. Alors non, le stade olympique, pour moi, ça ne serait pas une option. Probablement, c'est trop grand comme stade qu'en termes de capacité pour des matchs de la Ligue canadienne. C'est trop grand. Les estrades sont loin du terrain lorsqu'un match de football y est présenté. On a eu la chance de couvrir des matchs des Alouettes à l'époque lorsqu'ils jouaient leur match éliminatoire justement au stade olympique, la finale de l'Est où il y avait une très belle ambiance, avec quoi 50 000 personnes dans le stade. Mais c'est pas un stade où tu peux jouer tous tes matchs de saison régulière. Tout simplement, c'est pour les raisons que David vient de mentionner, notamment. Mais moi, je parle du stade olympique en général. Je suis tanné. Je suis tanné. On est rendu en 2026, presque. Les Jeux de 76, c'est il y a 50 ans. Ce stade-là n'a pas été bien entretenu. Non, tu sais, je sais, là, ça, c'est un autre sujet, mais le fait qu'une ville de la grosseur de Montréal n'a pas un stade moderne, c'est une vraie honte. C'en est gênant. Puis Montréal, à ce niveau-là, est complètement en arrière de toutes les autres villes ou à peu près les grandes villes majeures en Amérique du Nord. Puis l'écart va juste continuer à se creuser au fil du temps. Non, fait que le stade olympique, oui, j'ai plusieurs souvenirs, de beaux souvenirs, tu sais, d'événements sportifs auxquels j'ai assisté au stade olympique. Mais il serait temps de passer à autre chose. Puis je sais, on ne peut pas l'imploser puisque le métro passe en dessous, tout ça, du moins c'est ce qu'on Ouais. nous dit. Mais c'est déplorable qu'à Montréal, au Québec, on n'a pas un stade moderne. Qu'on a cette vieille affaire-là qui est là depuis 50 ans.
En tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Et je vous suggère, si vous avez, comment dire, vous êtes nostalgique ou que vous souhaitez voir Montréal doté d'un vrai stade, n'allez pas à Toronto pour voir ce qu'ils ont fait avec Mhm. l'ancien Skydome, le Centre Rogers maintenant qui est le domicile des Blue Jays. Ce qu'ils ont fait, c'est d'une grande beauté. Ce qu'ils ont réussi à faire avec un stade qui a été construit en 1989, chapeau. Je sais qu'il y a énormément d'argent qui a été investi dans tout ça. J'y suis allé l'an dernier avec ma famille pour assister à un match des Blue Jays et je suis ressorti de là en me disant, ouais. Et nous, à Montréal, on n'a plus de baseball majeur, on n'a pas de stade moderne, mais à Toronto, ils ont été capables de faire quelque chose de superbe. C'est un beau stade et on le voit présentement d'ailleurs durant la Série mondiale. Est-ce que quelqu'un trouve que c'est laid? Est-ce que quelqu'un trouve que les images en provenance de Toronto ne sont pas belles? Et moi, je suis sorti de là-bas, puis je me suis dit, ouais, malheureusement, on n'a plus ça. Malheureusement. Et c'est Non, mais il n'y a pas de l'emplacement vision ici. Tu aussi. sais, c'est ça qui arrive. Il y a un, excuse-moi Marc-André, mais il y a un manque de vision ici. Tu sais, c'est ça qui arrive. Il faut voir, tu sais, pour le long terme. Tu sais, si à l'époque, on avait finalement le construit, là, le stade, on s'en souvient, on avait vu les maquettes du nouveau stade et tout. Ce Mhm. stade-là a été construit peut-être au coût de 300 millions, si je me souviens bien. Tu sais, les retombées Ouais. économiques que tu as, là, tu sais, en étant en mesure non seulement d'avoir une équipe de baseball, mais d'avoir d'autres événements qui sont présentés dans ce stade-là. Tu sais, pour les gens au centre-ville. Tu sais, je suis allé manger dans un restaurant le printemps dernier. Puis là, je sais qu'on s'écarte un peu là du sujet, mais j'ai mangé dans un restaurant au centre-ville. C'était après l'élimination du Canadien. Puis je parlais avec le gérant du restaurant, puis il me disait à quel point, tu sais, il a pu faire de l'argent lors de la première ronde des éliminatoires lorsque le Canadien y participait. Tu sais, puis il souhaitait que le Canadien avait été en mesure, tu sais, de participer à une deuxième ronde, peut-être même à une troisième ronde. Mais si tu avais une équipe de baseball, imagine-toi qu'est-ce que ça ferait pour tous les commerces du centre-ville. Tu sais, donc ça, c'est un Mhm. manque de vision qu'il y a constamment ici. Il n'y a jamais personne qui veut payer pour rien. Tu sais, mais c'est ça, tu sais, si tu veux attirer des gens à Montréal, tu dois être prêt à dépenser de l'argent sur les infrastructures. Puis ici, ben, il n'y a jamais personne qui veut payer pour rien. Puis là, il y a 800 millions de dollars de notre argent qui est mis pour rénover le toit d'un stade qui est complètement désuet. Euh, en tout cas, Et, moi, ça me dépasse complètement. et c'est l'emplacement aussi du stade, là. Je veux dire, où ce qu'il est actuellement, le gars là, qui s'est quand même développé, mais c'est pas suffisant. On regarde un peu partout. Moi, j'ai voyagé, j'ai vu des stades NFL. La tendance, c'est soit mettre un stade au centre-ville où on bâtit littéralement un quartier ou un quartier qui est en effervescence. Là, je pense au SoFi Stadium. Entre autres, la place TD à Ottawa, c'est génial, mais on a bâti des restaurants autour Ben vraiment oui. à proximité. À proximité. Oui, la rue Hochelaga n'est pas loin, mais c'est trop loin. Ouais. C'est encore trop loin pour les gens. Puis autour, la rue Pineuf, Sherbrooke, c'est c'est quand même un peu, le quartier est un peu mort, si je peux m'exprimer ainsi, là. Donc, ça aussi, il y a vraiment l'emplacement. Un stade au centre-ville, ça a toujours été comme ça. Le stade au centre-ville pour les expos, quand même fou encore de penser que les Alouettes sont locataires là, d'une équipe de la Ligue canadienne de football professionnel est locataire en ce moment. Donc, c'est ça. Moi, je pense que l'emplacement également n'est pas très bon pour connaître du succès, pour qu'une équipe professionnelle de sport connaisse du succès en général, je dirais. Non, t'as entièrement raison. T'as entièrement raison. Puis c'est de toute beauté qu'est-ce qu'on a fait à Ottawa. Tu sais, on n'a pas juste, Mhm. lorsque les Rouges et Noirs est revenu à Ottawa, on n'a pas juste reconstruit le stade, mais c'est tout le quartier autour qu'on a refait avec des restaurants, des bars. Ça devient un happening d'aller à un match du Rouge et Noir. Mhm. Les gens vont prendre un verre, ils vont manger avant le match, le stade est juste à côté, puis après ça, ils vont assister à la rencontre, puis après le match, c'est quoi? Ben, ils peuvent retourner au restaurant, aller prendre une bouchée, Ouais. aller prendre un verre avec leur ami et tout. Non, c'est toute beauté qu'est-ce qu'on a construit, puis encore une fois, tu sais, c'est Ottawa. Montréal, c'est une ville qui est beaucoup plus grosse qu'Ottawa. Puis on n'a même pas ça ici à Montréal, en tout cas. Bon, malheureusement, c'est là-dessus qu'on va se laisser, David, un peu sur... c'est un peu downer, comme on dit, là, de terminer Ouais, ça ouais. là-dessus. Ouais, ça, j'étais là, c'est ça. C'est ça, non, mais tu sais, on est tous des amateurs de sport, on habite à Montréal et tout, mais bon, faut reconnaître, là, c'est juste d'être réaliste, faut reconnaître quand il y a certaines faiblesses, là, à défaut là, de trouver un meilleur mot. Voilà. C'était le mot de Bon, la ben fin de parfait. ta part, Didier.
Ouais, là-dessus, j'ai essayé de conclure ça du mieux que je pouvais, là. Mais bon, ben écoute, hey David, merci de ton passage Oui, au podcast. Puis il faut juste patienter, là, plaisir. à la rencontre de samedi entre les Alouettes Oui, et les Blue Bombers à la demi-finale de oui. l'Est. J'ai très hâte et donc on va espérer évidemment avoir un bon spectacle entre ces deux équipes. Non, ben, on se le souhaite, on se le souhaite, puis on souhaite une victoire des Alouettes. C'est toujours plus intéressant de continuer notre couverture des matchs éliminatoires de la Ligue canadienne lorsque les Alouettes y participent. Hamilton Villeduis. Salut. Salut les gars. Allez, salut David. Ah, allez, Marc-André. Bon, ben écoute, on va se tourner du côté de la NFL. Maintenant, la 9e semaine d'activité, ça a commencé jeudi soir, alors que les Ravens de Baltimore vont rendre visite aux Dolphins à Miami. Ravens 2-5 contre les Dolphins qui sont 2-6, Didier. Baltimore est favori par 8,5 au preneur au livre. J'ai une petite stats pour toi d'entrée de jeu. Depuis 1990, il y a 11 équipes qui ont accédé aux éliminatoires et qui avaient une fiche de 2 avec une fiche de 2-5. Donc, est-ce que les Ravens seront la 12e équipe à faire ça? Il faut dire que Baltimore, c'est vraiment une séquence importante là, qui s'annonce, qui s'amorce pour eux parce que leurs 5 prochains matchs sont des équipes qui ont une fiche inférieure à 500. Donc, je pense que les Ravens, là, c'est là qu'il faut. Puis également, Lamar Jackson sera enfin, et pour de vrai, de retour au jeu jeudi soir. Donc, Est-ce que moi, c'est je officiel, pense là? que Ouais. ouais, ils ont dit, en tout cas, lui, il a vraiment dit qu'il est prêt à revenir au jeu jeudi, mais il y a quand même eu une controverse. Là. On pensait qu'elle allait revenir au jeu dimanche, puis finalement, ça a été Tyler Huntley. Mais moi, je pense que tout est en place là, pour que les Ravens effectuent une remontée là, au classement. Ah ben ça passe sous sa casse hein, pour Baltimore, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Là. C'est une grosse victoire qu'ils ont eue la semaine dernière. Ils revenaient de Mhm. la semaine de congé, ils se devaient là, de redémarrer leur saison là, d'une certaine façon. Là. La pause est vraiment arrivée à un bon moment pour eux. Puis en plus de ça, il y a des blessés qui sont revenus au jeu. Roquan Smith notamment est revenu au jeu. On a fait un changement à la position de carrière. C'était Snoop Huntley à la place de Cooper Rush, puis Huntley a vraiment bien joué. D'ailleurs, je pense qu'on en avait déjà parlé. Moi, j'avais jamais Mhm. compris pourquoi on a signé Cooper Rush. Tellement un style différent à celui de Lamar Jackson. Tu es obligé là, de laisser plusieurs des jeux que tu utilises habituellement, de mettre ça de côté parce que Rush, c'est pas un carrière mobile. Puis là, avec Huntley, qui a un style similaire à Lamar Jackson, bon, on a vu des courses également de Snoop Huntley contre les Bears de Chicago. Alors, c'est positif là, du côté des Ravens maintenant. Est-ce qu'on peut aller chercher une deuxième victoire de suite contre les Dolphins? Ça, c'est la question. Les Dolphins, Didier, j'ai pas compris ce qui s'est passé dimanche passé. J'ai pas Moi non compris ce qui plus. s'est passé. J'ai pas compris. Je m'excuse tellement là, pour les conseils fantasy. Le fantasy football, c'est des chiffres, c'est des tendances, c'est des statistiques. J'ai pas compris. On a vraiment muselé l'attaque au sol et B. John Robinson et Tyler Algier qui a inscrit un touché, mais quand même, mais on accorde en moyenne 140 verges au sol par match. On est supposé accorder des verges au sol. Je sais pas ce qui s'est passé. Tua Tagovailoa a Ouais. lancé 4 passes de Ouais. toucher. Mike McDaniels a sauvé sa job. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Didier, est-ce qu'on peut répéter du côté des Dolphins une performance de la sorte? Je vais me concentrer sur les Dolphins, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, j'en ai long à dire sur les Falcons d'Atlanta, OK? Ouais, ça c'est la question, parce que oui, ça a été une belle performance. Regarde, pour moi, c'était le résultat le plus surprenant de la 8e semaine d'activité. Personne ne s'attendait à ça, je crois. 4 passes de toucher pour Tua. Jalen Waddle a connu un fort match. Mais là, est-ce qu'on peut avoir bonnes performances consécutives là, du côté des Dolphins de Miami? C'est ça que j'ai hâte de voir. Là. Face aux Ravens, on vient d'en parler, les Ravens ont plus de marge de manœuvre. Lamar devrait effectuer un retour au jeu. Alors, autant du côté de l'attaque avec Tua, avec Waddle et compagnie, même défensivement, est-ce qu'on va pouvoir offrir une deuxième bonne performance de suite du côté des Dolphins de Miami? Moi, j'ai mes doutes. Je vais choisir les Ravens de Baltimore afin de l'emporter. Ce sont les Ravens qui vont gagner un deuxième match consécutif et pas les Dolphins. Moi aussi, je vais choisir les Ravens pour l'emporter. Didier, je pense que Derrick Henry va réussir là où Bijan Robinson a échoué. Je ne peux pas croire que je dis ça. Et on a reçu une question de Jordan Jolicoeur sur Facebook qui nous demande Salut à tous, j'adore le podcast, vous faites un excellent travail. Ma question est croyez-vous que les Ravens peuvent renverser la vapeur et remonter dans la division, potentiellement faire les éliminatoires? Moi, je crois que oui, Didier. Je pense que c'est très plausible, surtout avec le retour de Lamar Jackson. On n'a pas parlé de la défense, mais on commence
à avoir également des éléments d'impact, le revenir en défense. Roquan Smith était de retour au jeu la semaine dernière, ça a fait une différence. Bref, la défense joue comme une défense de la NFL enfin aussi. Là. On a vu une amélioration à ce niveau-là. Puis je pense que oui, les Ravens, dans une division également qui bat de l'aile en ce moment, je pense que les Ravens ont de réelles chances d'accéder aux éliminatoires quand même. Ben, c'est ça, à cause de la division, là, tu l'as dit. Tu sais, les Ravens, souviens-toi, avant la semaine de congé, ils perdaient la guerre des tranchées, là, autant avec leur ligne à attaque que leur ligne défensive. Alors, c'est ça, là, on va voir si ça va se poursuivre, le bon travail qu'ils ont accompli. Tu sais, bon, mis sur Derrick Henry, mais également Keaton Mitchell, je sais pas pourquoi, on le voyait pas. Depuis le début de la saison, tu sais, il est rapide, là, Keaton Mitchell. Il a gagné 43 verges en 4 courses. Alors, c'est simple. Les Dolphins, ils ont une des pires défenses contre le jeu au sol de toute la NFL. Avant la rencontre contre les Falcons d'Atlanta, ils accordaient en moyenne 159,3 verges au sol par match. Alors, c'est simple, là, du côté des Ravens, on doit utiliser notre grosse ligne à l'attaque et courir avec le ballon. Là, non seulement lorsqu'Henry est fatigué, pas de problème, on insère Keaton Mitchell, qui a un style différent, qui est plus petit, mais qui est également très explosif. Puis on faut enfoncer le ballon dans la gorge des Dolphins de Miami avec notre jeu au sol. Alors tout ça pour répondre à la question de Jordan Jolicoeur, ouais, je crois que oui. Je crois que les Ravens ont des chances de revenir dans la course pour une place en éliminatoire, mais on n'a pas de marge de manœuvre. Là, il faut commencer à enchaîner les victoires du côté des hommes de John Harbaugh. Retour également du bloqueur Ronnie Stanley a grandement aidé lors du dernier match aussi. Oui. Les Falcons, qui sont 3-4, vont affronter les Patriots, qui sont 6-2. Nouvelle-Angleterre favori par 6,5. Didier. Et bon, je vais tout de suite te lancer sur la question qu'on a reçue de Maxime Duquette, qui nous demande sur X, qui nous demande quelle est votre réelle évaluation des Falcons? Ils ont donné de bonnes oppositions contre des équipes comme les Bucks et les Bills, mais subissent des raclées contre les Dolphins et les Panthers. Qu'est-ce qui cloche chez eux? Merci et continuez votre bon travail, Didier. Je te laisse la place. Parle-nous des Falcons. Ouais. Merci, Maxime. Bon, j'attendais ce moment-là, OK? Non, mais les Falcons d'Atlanta, souviens-toi, on va remonter là au repêchage de 2024. OK? Lorsqu'ils ont repêché Michael Penix, alors qu'il venait de donner un gros contrat à Kirk Cousins, déjà là, tu t'en souviens, là. Moi, j'étais vraiment pas d'accord avec cette décision-là, parce que ça faisait pas de sens. C'est absolument rien contre Michael Penix, mais tu venais de donner un contrat d'une valeur maximale, je crois, de 90 millions de dollars à Kirk Cousins. Tu sais, clairement, ça veut dire que tu n'avais pas un plan, là. Que tu t'ajustes au fur et à mesure, mais tu n'avais pas une vision pour ta saison morte. Là, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui me disaient « Ah, ben non, tu sais, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Je trouve que tu es sévère. » Regarde, 1 an et demi après, les Falcons, l'année dernière, ils n'ont pas participé aux éliminatoires. On a donné ce contrat-là à Kirk Cousins alors qu'il venait de subir une déchirure au tendon d'Achille. Il n'a jamais plus été le même. T'en as parlé tout à l'heure. Seulement 173 verges par la passe pour Cousins la semaine dernière. Bon, il y avait un manque de cohésion avec ses receveurs et c'était son premier départ de la saison. On voyait clairement, là, il n'était pas sur la même page que ses receveurs de passe par moment. Mais le DG Terry Fontenot, tu peux pas me dire qu'il fait du bon boulot, là. Parce que la construction de son équipe, il y a des carences. Puis le fait d'avoir utilisé autant de ressources à la position de carrière, je parle au niveau de la masse salariale avec le contrat de Cousins, qui est un carrière réserviste, le choix de première ronde qu'on a dépensé à Michael Penix. Puis sais-tu quoi, Marc-André? Peut-être qu'on n'a toujours pas de carrière numéro 1 à Atlanta après tout ça. T'sais, si on rate les éliminatoires, Terry Fontenot, je m'excuse, son emploi, là, il va devoir vraiment là, avoir peur de perdre son emploi. Parce qu'en plus, oublie pas, on n'a pas de choix de première ronde en 2026 du côté des Falcons d'Atlanta. Là, on pourrait rater les éliminatoires encore une fois. Puis là, en plus de ça, il y a les entraîneurs après ça. Le plan de match la semaine dernière contre les Dolphins de Miami ne faisait aucun sens. On vient de parler des Dolphins qui ont une des pires défenses de la NFL contre le jeu au sol. Tu mises sur B. John Robinson. T'en as parlé dans ta réaction excessive. Seulement 9 courses avec B. John. 9 courses. Comment est-ce possible, Marc-André, face aux Dolphins? Tu joues à domicile. Bijan aurait dû faire partie intégrale du plan de match. Tu sais quoi? Lorsque Bijan est fatigué, t'embarques Tyler Algier, qui est lui-même un bon porteur de ballon. On met sur 2 bons porteurs de ballon.
puis on n'a presque pas couru contre les Dolphins. Ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens qu'est-ce qui se passe à Atlanta pour plusieurs raisons. Moi j'en ai terminé avec les Falcons. Donc, il n'y a aucun doute que je choisis les Patriots pour l'emporter là, à Foxborough. On a marqué en moyenne 17 points par match seulement. C'est la cinquième Imagine! pire moyenne de la NFL. C'est épouvantable. La semaine dernière, on n'avait pas Drake London. On dit qu'il serait réévalué. Sa présence est quand même incertaine encore pour le prochain match. On n'aura pas de Drake London. Michael Penix devrait être de retour. Et à l'opposé, là, j'ai envie de te parler des Patriots, par exemple, qui, eux, connaissent de bons moments. Tu en as parlé, 5 victoires de suite. Drake May est sur une séquence de 7 matchs avec au moins 200 verges par la passe et une cote d'efficacité, le fameux QB rating au-dessus de 100. C'est le 5e quart à avoir une séquence de la sorte de au moins 7 matchs. Les autres, Brady, Rodgers, Manning, Mahomes. Donc, pour vous montrer à quel point Drake May connaît une saison simplement exceptionnelle. Et moi aussi, je vais prendre les Patriots pour l'emporter parce que les Falcons, Didier, depuis un an, depuis la semaine 9 de l'année dernière, ils ont disputé seulement 4 matchs à l'extérieur. Leur fiche, 0 et 4. Donc, 4 matchs dehors, là, je veux dire, dans des stades qui ne sont pas couverts. Fiche de 0-4. Ils ont perdu ces matchs-là par un écart en moyenne de 19 points. Donc, je pense que les Falcons vont l'emporter. Et on a reçu une question de Jean-Philippe Côté sur Instagram qui nous demande « Bonjour à vous deux, j'ai une question pour le prochain podcast. Est-ce que Keyshawn Boutte peut aspirer à un rôle de receveur numéro 1? Il n'a que 23 ans et il ne cesse de s'améliorer et sa connexion avec Drake May et fonctionne avec brio. Alors Didier, est-ce que Keyshawn Boutte peut aspirer à être un receveur numéro 1 dans la NFL? Ouais, ça, c'est vraiment une belle trouvaille de la part des Patriots au repêchage, la sélection de Boutte. Parce que Boutte, il est talentueux, là, ça crève les yeux. Mais une des raisons pourquoi il n'a pas été repêché tôt, c'est son attitude. Il y avait des questions face à son comportement. Mais depuis qu'il est avec les Patriots, tu sais, des fois, c'est juste une question de maturité. Parce que comme Jean-Philippe vient de nous dire, il a juste 23 ans. Donc, c'est une question de maturité. Parce que là, son talent est indéniable. Et oui, il a de la chimie avec Drake May. J'ai hâte d'assister à son développement. S'il va pouvoir devenir un receveur numéro 1, je pense qu'il a le potentiel. Je crois vraiment qu'il a le potentiel. Il est talentueux. Ça va dépendre de lui. Est-ce qu'il va rester concentré? Est-ce qu'il a réellement gagné en maturité? Si c'est le cas, moi je pense que Boutte va devenir le receveur numéro 1 des Patriots. En tout cas, s'il ne devient pas éventuellement receveur numéro 1, ben ça va être de sa faute parce qu'il a tous les outils. Il est vraiment un bon joueur. La chimie, elle est indéniable. Je pense qu'on est heureux de l'avoir du côté des Patriots parce qu'on a quand même eu quelques coups d'épée dans l'eau là, récemment dans les derniers repêchages. Je pense rapidement dans ma tête le nom de Jalen Paul qui me vient à l'esprit. On avait repêché également Carl Williams lors du dernier repêchage. On pensait que Carl Williams allait devenir quelque chose assez rapidement dans cette attaque-là. Puis finalement, vraiment, on peut parler de saisir une opportunité dans la vie, là, mais c'est ce que Keyshawn Boutte a fait. Moi aussi, j'ai vraiment impressionné par Keyshawn Boutte. Puis je pense qu'il peut devenir, on s'entend, là, Stefan Diggs, c'est une option à court terme. Donc, je pense que Keyshawn Boutte peut prendre la relève à moyen long terme, ça, c'est sûr. Les Colts, qui sont 7-1, vont affronter les Steelers. Juste une chose, Marc-André. Oui, vas-y. Juste une chose avant d'enchaîner avec Colts et Steelers, parce qu'on parle beaucoup du brio de Drake May, avec raison. Comme je le disais tout à l'heure, les Patriots ont gagné leurs 5 derniers matchs. Il a complété 10 passes de toucher contre une interception au cours de cette séquence. Mais je veux juste vous mentionner la défense des Patriots, Marc-André, qui joue très bien. On met sur un excellent trio de demi-de-coin, mais en particulier là, le front de la défense des Patriots. Écoute, regarde-moi ça, là, les verges qu'on a accordées, verges allouées en moyenne par match pour les gens qui nous regardent via la chaîne YouTube. On accorde en moyenne 76 verges au sol par rencontre d'encadré. Ça, c'est bon pour le deuxième rang de la NFL. Seulement 3,5 verges par course. Puis, on a accordé seulement 3 touchés par la voie terrestre depuis le début de la saison. Alors, toutes ces statistiques sont bonnes pour le deuxième rang de la NFL. C'est toute une défense qu'on vient de mettre sur pied du côté de Mike Vrabel et des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Le front est solide. Les statistiques viennent de nous le démontrer contre le jeu au sol. Mais la tertiaire également, elle est talentueuse, avec Gonzalez, Jones notamment. Alors, l'avenir est vraiment brillant là, du côté des Patriots, j'ai l'impression. En tout cas, je vais juste dire ça, je vais juste signer la performance de la défense. Il n'y a pas juste Drake May et l'attaque, là. On a l'impression que cette attaque-là peut revenir dans les matchs. Là. Elle peut exploser à tout moment. C'est comme on met un Mentos là, dans une bouteille de Pepsi ou de Coke, là, de liqueur, puis que ça explose.
21 points au troisième quart là, la semaine dernière, les Patriots. Donc, on a vraiment l'impression qu'on est en train de bâtir quelque chose de sérieux là, en Nouvelle-Angleterre. Les Colts, à Mhm. 7-1, vont affronter les Steelers, qui sont 4-3. Indianapolis, favoris par 3,5 au preneur au livre. Didier, les Colts, quelle histoire. C'est honnêtement, là, je manque de superlatifs pour dire à quel point ils connaissent une grande saison. 335 verges d'attaque en moyenne, c'est bon pour le premier rang dans la NFL. 33 points marqués par match, c'est également bon pour le premier rang dans la NFL. Vraiment, les Colts, ils connaissent toute une saison. Daniel Jones, Didier, MVP. Tu avais ça dans ta boule de cristal avant la saison? Oh, 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 attends, le MVP a changé, là. Là, le MVP a changé avec les performances de l'incroyable Jonathan Taylor à Ah, peut-être Indianapolis, là, le aussi. joueur par excellence, c'est rendu lui, là. Écoute, il est rendu Mhm. déjà à 4 matchs de 3 touchés cette année. Tu sais, on atteint la mi-saison. C'est tout à fait phénoménal. Bon, ça a aidé là, qu'on jouait contre les Titans du Tennessee la semaine dernière. Là. Je ne sais pas si tu as vu sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui a pris une photo d'une de ses courses, puis le travail de la ligne à l'attaque, c'est comme une autoroute là, c'est qu'on C'est la avait meilleure créé ligne. pour Jonathan Taylor. Ouais, ben, ça a aidé aussi la semaine dernière que Jeffrey Simmons ne jouait pas également pour les Titans du Mhm. Tennessee. Mais cette ligne à attaque-là des Colts, c'est une des bonnes de la NFL, effectivement. Là. Mais le mariage de la ligne à attaque avec Jonathan Taylor, là, ouf, c'est vraiment quelque chose là, de voir ça là, ensemble, définitivement. Jonathan Taylor est sur un rythme de 26 touchés au sol. Le record l'Edim Tomlinson est de 28, si ma mémoire est bonne. Donc, on parle vraiment d'une saison qui pourra être grandiose là, pour Jonathan Taylor. Côté des Steelers, Mhm. Didier, ça va pas la défense. Hein? On pensait qu'on avait une bonne défense cette année. On a accordé 30 points. On a alloué 30 points par match, ou en fait, dans 4 de nos 7 matchs cette saison. Et on s'entend, on a donné 30 points à des corps comme Justin Fields, Joe Flacco, Sam Darnold, Jordan Love. Vraiment, Didier, ça va pas la défense des Steelers. Là. Non, ça va vraiment pas. Écoute, on a préparé un tableau justement pour illustrer à quel point ça va pas défensivement du côté de Pittsburgh, Marc-André. Regarde-moi ça, c'est une des pires défenses dans toute l'histoire des Steelers. En fait, c'est pas une des pires, c'est la pire. Regarde-moi le classement, là. On est 30e. OK, en Mhm. 1988, on a fini 28e, en 2021, 24e. Tout ça pour dire que traditionnellement, la défense des Steelers, elle est dans le top 10 de la NFL. C'est la marque de commerce des Steelers de Pittsburgh. Si on remonte jusqu'aux années 70, à l'époque du fameux Steel Curtain. Puis là, ça ne va vraiment pas. Où est J.J. Watt? On a préparé un autre tableau, là. On n'a pas fini avec cette défense pitoyable des Steelers. Là. J.J. Watt, on le voit pas depuis le début de la saison. Puis toi et moi, on en avait parlé durant l'été. Tu sais, on a donné une prolongation de contrat à J.J. Watt. Il est âgé dans la trentaine maintenant. 4 sacs seulement depuis le début de la saison. Hey, Myles Garrett, il a eu 5 sacs la semaine dernière contre les Patriots. OK, J.J. Watt en a juste 4 depuis le début de la saison. Il y a des matchs des Steelers où on ne le voit pas. Cam Hayward est dans la trentaine. Jalen Ramsey également. Darius Slay. Tu sais, tu parles de tes 2 demi-coins, là. Tu sais, 2 de tes 3 demi-coins que tu utilises régulièrement. S'il y a une position où tu ne veux pas avoir des joueurs vieillissants, c'est à la position de demi-coin, là. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Puis là, c'est ce qui se produit du côté des Steelers. Et on a raté une tonne de plaqués dimanche soir contre les Packers de Green Bay. Tu sais, tu parles des fondamentaux, là. Il y a les 2 fondamentaux là, qu'il y a au football, là, d'abord et avant tout, en attaque bloquée et en défense plaquée. Puis là, il y a un manque de ce côté-là, du côté de l'unité défensive des Steelers de Pittsburgh. Puis je crois pas que ça va aller en s'améliorant. Je sais que Tomlin a dit, il y a des changements qui vont être faits, tout ça, après le match contre les Packers. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'on va amener d'autres joueurs? Je sais qu'on a complété une transaction, on a amené Carl Duggar, mais ça va prendre plus que ça du côté de Pittsburgh. Là. J'ai hâte de voir quand même comment les Colts vont se débrouiller à l'extérieur dans un match dehors, parce que ça sera seulement le deuxième match à l'extérieur pour eux cette saison. La première fois, il faisait un gros soleil, il faisait vraiment chaud. Là. Il annonce de la pluie et pas mal et un peu plus froid à Pittsburgh. Je ne sais pas si ça va ralentir les ardeurs des Colts. J'ai hâte de voir. Mais oui, j'ai vu là, les partisans des Steelers commencent à s'impatienter sur les réseaux sociaux. J'ai vu, tu parlais du Steel Curtain tout à l'heure. On parle plutôt de Shower Curtain là, en ce moment du côté des Steelers. Le rideau de Prends les douche. Colts pour l'emporter. Oui, exactement. Moi, je prends les Colts pour l'emporter.
Ouais, Marc-André, écoute, on a reçu des questions concernant les Steelers et les Colts. Il y a Ed Mark via YouTube. Est-ce que les saisons consécutives de Mike Tomlin avec une fiche gagnante sont-elles en péril? La fameuse séquence de Mike Tomlin qui a jamais eu une saison avec une fiche perdante. Je crois qu'on va finir 9 et 8, genre, du côté des Steelers. Alors, la séquence va se poursuivre pour Mike Tomlin. Je crois pas qu'elle est tempérée, parce que la division est mauvaise également, la section nord de l'américaine. Alors, une fiche de 9 victoires et 8 défaites, je peux voir ça du côté des Steelers, parce que c'est essentiellement tout le temps cette fiche-là qu'on a depuis quelques années, ou à peu près. Même chose, ça va être autour de 500. Peut-être qu'on va pouvoir s'en sortir du côté des Steelers. On a Patrick Légaré sur Facebook qui nous demande bonjour à toute l'équipe. Avant le début de la saison, je vous ai questionné à savoir si Anthony Richardson était le corps arrière de concession de mes Colts. Or, avec la renaissance de Indiana Jones, est-ce que vous êtes toujours de cet avis ou bien vous croyez qu'un échange pourrait être imminent? Merci et continuez votre excellent travail. Donc, Anthony Richardson, Didier. Moi, je crois pas qu'une transaction est imminente parce qu'on fait quoi là, du côté des Colts si Daniel Jones subit une blessure? Tu sais, donc, on est mieux de miser sur Mhm. Anthony Richardson, là, de le garder jusqu'à la fin de la saison. Ça, je pense que c'est plus une décision qui devrait être prise durant la saison morte, là. Alors, laissons la deuxième moitié de la saison se dérouler afin de voir si Jones va continuer de bien jouer. Je crois que ça va être le cas. Puis après ça, bon, on verra qu'est-ce qu'on fera avec Anthony Richardson. Émile Filiatro sur Instagram nous demande salut Didier, une autre question pour toi. Est-ce que Jonathan Taylor a une chance de gagner le titre de joueur par excellence? Et qu'est-ce que les autres équipes devraient faire pour l'arrêter? Ouais, ben, le titre de joueur par excellence, Emile est tout le temps remis à un quart arrière, là, tu sais. C'est ça que je trouve déplorable. L'année dernière, bon, Saquon ne l'a pas gagné, mais Saquon avait juste marqué 14 touchés l'année dernière, hein, avec le fameux touche-push. Donc, il s'est fait voler des touchés par Jalen Hurts. Alors, Jonathan Taylor, je pense qu'il a des chances, tu sais, parce qu'il va marquer plus de touchés, comme tu viens de le dire, en plus, comme Marc-André vient de le dire. Tu sais, et s'il maintient la cadence, il pourra inscrire 26 touchés, il pourrait peut-être même battre le record du plus grand nombre de touchés au sol en une saison détenu par le Daniel Tomlinson. Définitivement, s'il bat le record de le Daniel Tomlinson, je pense qu'il faut lui remettre le titre de joueur par excellence, il n'y a aucun doute là-dessus. Puis pour l'arrêter, ben écoute, c'est pas l'affaire d'un joueur, hein. On vient de parler de la ligne à attaque des Colts, qui est une des meilleures de la NFL. Alors, c'est ça, là. C'est pas juste d'arrêter Jonathan Taylor, c'est pas du basketball, là. Tu sais, on joue au football, ça commence avec la ligne à attaque des Colts qui crée là des grosses brèches. Alors, ouais, c'est tout un casse-tête pour les défenses adverses. J'imagine que tu prends les Colts pour l'emporter aussi contre les Steelers. Ah oui, définitivement. Parce que la défense des Colts, ça, c'est quelque chose d'autre là, dont on ne parle pas lorsqu'on parle des succès d'Indianapolis. L'amélioration de l'unité défensive, là, grâce à l'arrivée de Lou Anarumo, le collateur de la défense, qu'on avait critiqué, qu'on a congédié à Cincinnati, on le blâmait pour les déboires de la défense en 2024. Ah, regardons ça. Les déboires se poursuivent, même si Anarumo n'est Elle plus est, là. elle est Et la pire. défense des Colts, elle est améliorée. Ben ouais, elle est même pire. Alors, clairement, c'est pas lui le problème. Alors, tant mieux pour lui, c'était une bonne chose finalement de quitter Cincinnati. Donc, les deux ont choisi les Colts. Les Broncos à 6 et 2 Mm. vont affronter les Texans qui sont 3 et 4. Houston, favori par 1,5 encore une fois cette semaine. On s'est fait avoir la semaine dernière, Didier. Houston était favori contre les 49ers. Qu'est-ce que les preneurs au Mm. livre savent qu'on ne sait pas encore une fois cette année, cette semaine? Euh, Ça va être un duel entre deux des meilleures défenses de la NFL actuellement. Les Broncos, Didier, 36 sacs du corps, un sommet dans la NFL, et je pense que ça sera ça la clé. Parce que je pense que la ligne à l'attaque des Texans va en avoir plein les bras contre le front défensif des Broncos. CJ Stroud fiche de 0-3 lorsqu'il est victime de 3 sacs ou plus dans un match cette saison. Je pense que c'est ça qui va Mhm. arriver. Moi, je choisis les Broncos pour l'emporter. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir cette rencontre-là. Parce que les Broncos, bon, oui, ils ont marqué 44 points la semaine dernière, mais c'est contre la défense des Cowboys, qui déjà, depuis le début de la saison, on sait à quel point c'est une des pires unités défensives de la NFL. Mais en plus de ça, là, on a des blessés au niveau de la tertiaire. La tertiaire de Dallas est complètement décimée par les blessures. Les joueurs tombaient au combat la semaine dernière contre les Broncos. Alors, je n'ai rien enlevé aux Broncos en attaque, mais j'aimerais les voir connaître une bonne performance justement avec leur unité offensive face à une bonne défense. Parce que même si on remonte à il y a 2 semaines, là, lorsqu'ils ont effectué leur remontée, c'est contre une mauvaise défense, celle des Giants de New York. Alors moi, c'est ça que j'ai hâte de voir. Là, on va affronter justement une bonne défense, celle de Houston. Le match va avoir lieu à Houston, donc la foule va être bruyante.
J'ai hâte de voir ça, moi, la performance que va offrir Bo Nix. Parce que Bo Nix, il rate énormément de passes, en particulier dans les zones profondes depuis le début de la saison. Puis quand il joue bien, comme je l'ai dit, c'est contre les mauvaises défenses. Nix est vraiment pas constant depuis le début de la saison. Alors, moi, c'est ça, j'ai hâte de voir du côté de l'attaque de Denver. Puis tu parlais maintenant du côté des Texans de Houston. On a eu un bon match la semaine dernière en attaque. On a utilisé des formations Marc-André avec 6 joueurs de ligne à l'attaque afin d'aider la protection. Là, on est conscient que notre ligne est un problème. La protection a été bonne pour CJ Stroud la semaine dernière, qui a connu son meilleur match de la saison, plus de 300 verges par la passe. Ça a fonctionné, mais là, face au front de la défense des Broncos de Denver, est-ce qu'on va pouvoir connaître le même genre de succès avec cette formation, avec 6 joueurs de ligne à l'attaque? Je vais vraiment surveiller ça lors de cette rencontre. Je vais choisir les Broncos, mais à reculons pour l'emporter à Houston contre les Texans. Les 3 victoires des Texans cette année contre Cam Ward, contre Cooper Rush et contre Mac Jones. Peut-être ici qu'on a, on a battu, nos 3 victoires ont été contre ces corps arrière-là. Peut-être que on parle peut-être d'un petit mirage également, là, l'affiche des Texans. J'ai hâte de voir moi aussi ce match-là contre une bonne formation de la NFL, celle des Broncos. Les Chiefs à 5-3 vont affronter les Bills qui sont 5-2. Kansas City favori par 1,5. La match est à Buffalo. C'est quand même assez surprenant. Ce sera la sixième année de suite que ces deux équipes vont s'affronter en saison régulière et les Bills ont 4 victoires de suite contre les Chiefs, évidemment, en saison régulière. Ouais, hein, c'est rendu une rivalité, hein. Chiefs contre Bills, Ouais. tous les ans, on finit par s'affronter, que ce soit en saison régulière ou lors des matchs éliminatoires. Du côté des Bills, c'est simple. James Cook, la semaine dernière, bon, il a gagné plus de 200 verges au sol contre les Panthers à Caroline. La défense des Chiefs, c'est beaucoup plus coriace que celle des Panthers. Mais il faut continuer de courir avec le ballon et James Cook afin de masquer la défense de Buffalo. Parce que la défense de Buffalo contre l'attaque des Chiefs, je suis pas sûr qu'elle va. Je suis pas sûr, je suis vraiment convaincu qu'elle sera pas en mesure de tenir le coup, là, à moins qu'on provoque des revirements. Et les Chiefs, essentiellement, ils font du bon boulot afin de bien protéger le ballon depuis le début de la saison. Je sais que la semaine dernière, ils ont été victimes de revirements lundi soir dernier, mais dans l'ensemble, là, on a bien protégé le ballon depuis le début de la saison. Donc, je pense pas qu'on va avoir le même genre de performance, encore une fois, pour un deuxième match de suite au niveau des revirements. Mais pour moi, James Cook, c'est le joueur clé au cours de cette rencontre-là. Là. L'attaque terrestre des Bills de Buffalo. Puis je sais, ça peut paraître bizarre de dire ça, étant donné qu'on mise sur Josh Allen. Mais justement, contre la défense des Chiefs, tu veux pas que Josh Allen se retrouve dans une situation où il va devoir essayer de trop en faire. Alors, James Cook, pour moi, est le joueur clé au cours de cette rencontre contre Kansas City. J'aimerais ça choisir les Bills, mais les Chiefs trouvent tout le temps une façon de gagner ce genre de rencontre-là. Alors, je vais choisir Kansas City pour l'emporter, surtout que depuis le retour au jeu de Rashee Rice, ben, on voit que l'attaque joue beaucoup mieux. On a eu un lent début de rencontre lundi soir dernier contre les Commanders de Washington, mais en deuxième demi, on s'est mis en marche du côté de Kansas City. Alors, moi, j'ai pas confiance en la défense de Buffalo. Je choisis Casey pour gagner. Et Ed Oliver, l'un des meilleurs chasseurs de corps de l'équipe, va rater le match du côté des Bills. J'ai quand même été agréablement surpris par l'impact du retour de Larry Ogunjobi puis de Mike Hecht également la semaine dernière, mais quand même, Kansas City fonctionne à plein régime lors des derniers matchs. Depuis la semaine numéro 4, on a marqué en moyenne 31 points par match et 411 verges d'attaque. Et moi aussi, Rashee Rice, j'ai l'impression, en tant que conseil fantasy de joueurs fantasy, je pense que Rashee Rice va connaître une grande fin de saison pour ses propriétaires fantasy. Moi aussi, je prends les Chiefs pour l'emporter à l'étranger à Buffalo en fin de semaine. Je pensais que tu allais enchaîner avec quelque chose. Donc, les Seahawks à 5-2 Non, j'ai dit qu'est-ce que j'avais à dire sur ce match-là. Tu faisais des j'étais comme bon, je vais y laisser. Les Seahawks à 5-2 vont affronter les Commanders qui sont 3-5. Ça sera le match du dimanche soir. Seattle favori par 2,5 au preneur au livre. Évidemment, le statut de Jaden Daniels, c'est la grande question qui retient l'attention du côté des Commanders. Ouais. Dernière nouvelle, on rapportait ce matin là, que Dan Quinn s'attend à voir Jaden Daniels s'entraîner mercredi. Aujourd'hui, on enregistre le podcast aujourd'hui. Donc, ce qui fera en sorte qu'il pourrait être à son poste dimanche soir contre les Seahawks. Didier, Terry McLaurin, par contre, a aggravé sa blessure au ischio-jambier lors du dernier match. À son retour au jeu, c'est une triste nouvelle pour lui.
Et honnêtement, Didier, est-ce qu'on peut vraiment Hmm. gager contre les Seahawks à l'étranger? 9 victoires de suite à l'étranger du côté des Seahawks. Moi, je pense que les Seahawks vont aller euh, à Washington pour l'emporter encore une fois. Hey, tu te souviens cet été lorsque McLaurin a fait la grève? Puis, Ouais. une des raisons pourquoi, du côté des Commanders, on hésitait à lui donner une prolongation de contrat, c'est que maintenant, il est âgé dans la trentaine. Puis lui, son argument, il disait, ah non, non, écoutez, je suis dans une forme resplendissante, être dans la trentaine, ça va pas me ralentir. Ben là, depuis le début de la saison, c'est blessure après blessure. Tu sais, là, comme tu l'as dit, il est revenu au jeu lundi soir. On l'avait pas vu depuis la troisième semaine d'activité en raison d'une blessure au quadriceps. Là, maintenant, c'est une blessure aux ischio-jambiers. Peut-être que les Commanders avaient raison là, d'être réticents à lui donner une prolongation de contrat. Là. On a reçu une question de Benoît Réau via Ouais. Instagram qui nous dit Salut les gars, croyez-vous que les Commanders vont réussir à se tailler une place en éliminatoire? Je crois que non. Du côté des Commanders, parce que comme tu viens de le dire, on ne sait pas si Jaden Daniels va venir, sera en mesure d'être en uniforme. Mais défensivement, c'est laborieux là, du côté des Mhm. Commanders de Washington. Marshall Lattimore connaît vraiment une saison difficile au niveau de la tertiaire. Écoute, avant la rencontre contre les Chiefs de Kansas City, on accordait plus de 8 verges par passe complétée là, depuis le début de la saison. Pense à ça, là, c'est vraiment énorme. Là, on va affronter des Seahawks de Seattle. Sam Darnold, qui connaît vraiment une saison solide. Jackson Smith Njigba, qui connaît une saison éblouissante. Qu'est-ce qu'on va faire, là? Imagine-toi, contre cette mauvaise tertiaire des Commanders de Washington. Alors, moi, je choisis les Seahawks. Ça va être une 10e victoire consécutive sur les terrains adverses pour les hommes de Mike McDonald. Comme c'était pas suffisant, on a perdu également les services de Laramie Tunsil, le fameux bloqueur à gauche lors du dernier match. Rien ne va plus Oui. vraiment pour les Commanders. En Mm. rafale maintenant, Didier, les Chargers à 5-3 vont affronter les Titans qui sont 1-7. Les Chargers sont favoris par 9,5 au preneur au livre. Les Titans, Didier, fiche de 0-3 à domicile, évidemment. Mais l'adversaire a marqué 120 points de plus que les Titans à domicile cette saison. C'est tout simplement incroyable. Ah, ça va se poursuivre. Ça va se poursuivre. Ça va sûrement être un gros match pour Justin Herbert. Les Titans, le changement d'entraîneur, absolument rien, mais rien changé du côté du Tennessee. Alors, je pense que ça va être une opportunité justement pour les Chargers d'ajouter à leurs statistiques. La seule chose, ce match-là a lieu à 13h, hein, si je ne me trompe pas. Mhm. Euh, c'est bien ça. Donc, les équipes de l'Ouest qui font le voyage, souviens-toi, plus tôt cette année, lorsque les Chargers sont allés au MetLife Stadium contre les Giants de New York. Le match était à 13h, puis on avait un lent début de rencontre là, du côté des Chargers. On sait que le décalage horaire pour eux, c'est un match qui commence à 10h du matin. Alors, je vais observer ça. Est-ce qu'on va connaître un lent début de match? Mais écoute, peu importe. Même si on a un lent début de rencontre contre les Titans du Tennessee, on devrait être en mesure de l'emporter. Puis il y a Benjamin Saint-Just qui continue d'avoir une bonne saison. Il Mhm. faut le mentionner du côté des Chargers. En fait, il est de plus en plus utilisé. Là, chaque semaine, il obtient de plus en plus de temps de jeu. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour lui. Du côté des Chargers, le retour de Joe Alt, pardon, on a vu vraiment l'impact que ça a eu sur Justin Herbert et le jeu au sol qui Manny Vidal a connu un fort match et je pense que ça pourrait se Mhm. poursuivre. Je vous en reparle plus tard. Didier, moi aussi, je choisis les Chargers pour l'emporter. Les Bears à 4-3 vont affronter les Bengals qui sont 3-5. Chicago favori par 2,5 au preneur au livre. Favori par 2,5 au preneur au livre contre les Bengals parce que moi, je veux t'amener sur Caleb Williams, Didier, qui connaît pas de bons moments. Quand même difficile. On se rend compte, là, Caleb Williams, Didier, que les Mhm. séquences scriptées de début de match, c'est facile, ça va bien. Mais par la suite, lorsqu'il vient le temps de s'ajuster, d'improviser un petit peu, des choses non scriptées, c'est beaucoup plus difficile pour Caleb Williams. 2 passes de toucher contre 3 interceptions lors de ses 4 derniers matchs. C'est pas facile, Caleb Williams, Didier, hein. Il y a encore du chemin à faire là, pour obtenir un quart élite là, en lui dans la NFL. À tous les matchs, il rate des passes de routine. À tous les matchs cette Mhm. année, même je me souviens lors de la première rencontre de la saison, il rate des passes de routine ou quand les receveurs sont libres. C'est ça, les passes sont trop longues dans les zones profondes. On voit ça continuellement. À un moment donné, il y avait un tracé dans le coin de la zone de début. J'oublie c'est qui le receveur. Il s'était démarqué, Marc-André. La passe était trop longue. Effectivement, tu as raison. Caleb, qui joue pas nécessairement bien. Puis il y a une chose du côté des Bears de Chicago. Leur défense est comme secrètement mauvaise.
Oui, on crée des revirements. On est parmi les meneurs de la NFL au niveau des revirements provoqués, mais quand tu regardes en termes de verges gagnées, on est parmi les pires. Donc, les revirements viennent fausser les données. Puis, comme la semaine dernière, on n'a pas été en mesure de forcer de revirement, puis là, ben, c'est ça. Là, on a vu là, tu sais, que défensivement contre les Ravens, on avait des ennuis alors que Lamar Jackson n'était même pas là, là. Alors, je sais que la défense des Bengals, elle est pitoyable, elle est mauvaise. On vous avait prévenu dès la saison morte, on vous avait dit que, oubliez ça, les Bengals, défensivement, ça va juste être la continuité de la saison dernière. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est possiblement même pire. Mais le match va avoir lieu à Cincinnati. Puis, étant donné que la défense des Bears est secrètement mauvaise, je vais choisir Joe Flacco avec Jamar Chase, T. Higgins et compagnie pour l'emporter à domicile, surtout qu'on a vraiment été embarrassé après avoir perdu contre les Jets de New York la semaine dernière. Alors, ouais, ça va être une deuxième défaite consécutive, c'est ma prédiction des Bears. En tout cas, je suis sûr que les Bengals vont me faire regretter ça, là, mais j'y vais avec les Bengals. Faut que je choisisse une surprise. Qui est favori? Est-ce que tu as dit l'écart qui est favori Chicago par par combien? 2,5. Ouais, ok, donc c'est un upset que je choisis. C'est bien, bien une surprise. J'ai avec les Bengals. Oh, je me sens mal de Toi, le dire, mais ouais, c'est mon toi, choix. tu choisis la victoire d'une équipe qui a perdu contre les Jets la semaine dernière. C'est ça que je vois là, en ce moment. Ouais, ouais, ils sont embarrassés, là, puis je te le dis, les entraîneurs, là, ils doivent être en furie durant la semaine. Donc, c'est pas une semaine facile pour les Bengals. Puis à cause de ça, ils vont passer leur frustration sur les Bears. Puis je le rappelle, ils ont une défaite qui est secrètement mauvaise. Hein? En plus, on a du blessé au Jamar, niveau de la tertiaire des Bears. Puis là, tu vas affronter Jamar Chase et compagnie. Non, non. Je suis confiant. Je suis confiant. Jamar, Jamar Chase, Didier, a été ciblé 54 fois en 3 matchs avec Joe Flacco au poste de quart. Si on fait la règle de C'est 3 fou, là, hein? sur 17 matchs, ça fait 306. C'est 306 Parle-moi ballons de ça. dirigés vers lui. Hey, si t'as Jamar Chase dans ton équipe de fantasy football, là, Ouais. après avoir connu une séquence difficile quand c'était Jake Mm. Browning au poste de quart, là, tu dois être heureux de l'arrivée de Joe Flacco à Cincinnati. Et j'ai une petite statistique le fun ici. Les Bears, pour une deuxième semaine de suite, on va affronter une défense médiocre et un corps qui était avec les Browns durant la saison morte après Tyler Huntley. C'est maintenant Joe Flacco. Hmm. Donc, moi, j'ai choisi les Bears pour l'emporter dans ce match-là parce que je pense qu'on va rebondir du côté de Caleb Williams. Cincinnati, on accorde en moyenne 27 points dans 4 matchs de suite et je pense que Ben Johnson là, va retrouver le chemin de la victoire, va vraiment avoir un bon plan de match pour la défense des Bears. Pour la défense des Bengals, pardon, moi, je choisis les Bears pour l'emporter. Les 49ers à 5 et 3 vont affronter les Giants qui sont 2 et 6. San Francisco favori par 2,5 au preneur au livre. À chaque semaine, on se demande si Brock Purdy sera de retour dans la formation, Ouais. sera de retour au jeu. Kyle Shanahan, comme à chaque semaine, il est vraiment évasif. Donc, on peut espérer un retour au jeu. Je pense que l'effet Mac Jones, ça tire à sa fin. Là. Il est quand même également amoché Oh. physiquement, Mac Jones. Tu vas choisir les Mais Giants? Tu m'as l'air d'un gars qui penche en faveur des Giants, hein? non, puis en plus, je pourrais faire un plaidoyer en faveur des Giants en disant que Jackson Dart fiche de 2-0 à domicile, des victoires sur les Chargers et les Eagles, pas des équipes de Hmm. piment, et Ouais, 115 c'est verges vrai, au c'est vrai. sol, deux touchés et aucun revirement à domicile non plus en 2 matchs pour Jackson Dart. Hmm. Mais je vais choisir les 49ers pour l'emporter parce que je pense qu'on est une équipe plus talentueuse. Même si on a de la misère, là, notamment à mettre de la pression sur le carrière, je pense que les Niners vont remporter ce match. Ouais, San Francisco, ça va être une des équipes à surveiller à la date limite des transactions, le 4 novembre. Est-ce qu'on va essayer de mettre la main sur un Trey Hendrickson, peut-être, tu sais, sur un chasseur de quart? Puis on a vraiment un besoin de ce côté-là, du côté des Niners. Je voyais peut-être des rumeurs, un Quinnen Williams, tu sais, le réunir avec Robert Saleh. Alors peut-être. Bref, je vais choisir les Niners moi aussi pour gagner. C'est vraiment malheureux, hein, la blessure que Cam Skarubu a eu la semaine dernière, fracture et dislocation d'une cheville, puis c'est vraiment pas beau à voir là en plus. Ah, moi, ces Non, je affaires-là, choisis ça me les glace le Niners. sang. Non, non, celle-là, c'est difficile à voir, là. C'est vraiment difficile à voir. Ah, Mais moi aussi, je choisis les 49ers. Mais encore une fois, une équipe de l'Ouest qui s'en va à l'Est. Match, cette rencontre est à 13h également. Est-ce que c'est bien ouais, ça? un Je vais aller piège. vérifier, ouais. C'est ça pourrait être un piège. Ça parlait des statistiques de Dart à domicile et tout. Je choisis les Niners. Mais écoute, si les Giants l'emportent, je serais pas surpris.
Les Vikings à 3-4 vont affronter les Lions à Détroit, bien reposés, frais et dispo des Lions à 5-2. Détroit favori par 8,5 au preneur au livre. Évidemment, on assume que J.J. McCarthy sera le retour au jeu. Enfin, Carson Wentz, Didier. Il avait l'air vraiment. Il avait l'air blessé. Il était blessé dans le dernier match, puis on lui disait non, Ben oui. reste dans la rencontre. Je pense qu'on l'a usé à la corde. Bref, j'ai pas trop compris d'ailleurs pourquoi il était encore dans le match Carson Wentz lors du dernier match. Mais bon, retour de J.J. McCarthy, est-ce que ça va changer grand-chose? Je pense que les Lions, là, l'attaque fonctionne à plein régime, spécialement à domicile. On critique l'équipe médicale des Vikings du Minnesota avec raison, là. Ça n'a pas de bon sens, là. C'est Carson Wentz, on le voyait comment il était en douleur. Puis même Kevin O'Connell doit prendre partie du blanc, mais il l'a gardé dans le match, comme tu disais. C'est vraiment bizarre tout ça, tu sais. Puis là, il doit se faire opérer à son épaule gauche. Sa saison est terminée. La dernière fois qu'on a vu McCarthy, il avait l'air tout simplement pas prêt à être carrière partant. C'est contre les Falcons d'Atlanta. Tout allait trop vite pour lui. Là, il va Il aller a joué au un Ford bon Field quart. avec la foule. Ouais, exact. Depuis le début de la saison contre les Bears, lors de la première semaine d'activité, ça c'était il y a très longtemps là, déjà. Là. On part de la 9e semaine. Là. Au Fort Field contre les Lions avec la foule bruyante et tout. Les Lions vont juste faire une bouchée des Vikings, j'ai l'impression. Puis Détroit, c'est une autre équipe, ça. Est-ce qu'elle pourrait compléter une transaction avant la date limite des transactions? Encore une fois, j'ai ramené le nom de Trent Hendrickson pour le mettre à l'opposé de Aiden Hutchinson. Je pense que ça serait une bonne chose. Ou est-ce qu'on va tenter le coup de circuit, Max Crosby, sortir Max Crosby de Las Vegas, l'amener à Détroit. En plus de ça, il a joué son football universitaire à l'université Eastern Michigan. Hein, donc, en tout cas, je vais juste mentionner ça. J'aimerais ça voir les Lions aller chercher un chasseur de corps, mais ils vont juste faire une bouchée des Vikings du Minnesota. Et peut-être un petit mot en terminant sur la défense là, des Vikings. Je sais qu'on a reçu une question qu'on n'a pas notée, malheureusement. On s'excuse, mais 353 verges et 26,5 points alloués en moyenne par match lors des 4 derniers matchs, Didier. Donc, la défense des Vikings, est-ce qu'elle t'inquiète? Ouais, hein, elle joue pas bien la défense. Bon, c'est sûr que l'attaque n'aide pas l'unité défensive, mais on accorde des gros jeux du côté du Minnesota au niveau de la tertiaire, ce qu'on voyait pas lors des années précédentes. Alors, ouais, il y a des carences du côté de la défense de Brian Flores cette année. Là. Moi aussi, je prends les Lions pour l'emporter en passant. Les Jaguars à 4-3 vont affronter les Raiders qui sont 2-5. Jacksonville favori par 3,5 au preneur au livre. Las Vegas, Didier, en 7 matchs, on a marqué 107 points. 103 points, pardon, en 7 matchs. C'est épouvantable. Ouais, on revient de la semaine de congé. Les Jaguars aussi avaient congé. Naturellement, j'ai choisi Jacksonville pour gagner. Mais je fais pas confiance à Jacksonville. Je sais pas pourquoi. Je leur fais pas confiance. J'ai pas aimé qu'est-ce que j'ai vu justement avant leur semaine de congé. Mais je pense qu'on va saisir l'opportunité, je l'espère, du côté de Liam Cohen et de son groupe d'entraîneurs, afin de replacer notre équipe, qui avait connu un bon début de saison. Ouais, je choisis Jacksonville contre les Raiders, ça, tu viens de le dire, c'est tellement pitoyable. Puis eux aussi, ils reviennent de la semaine de congé, mais peu importe. Jacksonville devrait l'emporter, là, ils peuvent pas perdre ça. Là. Jacksonville, on avait réussi 13 revirements lors des 4 premiers matchs. On en a seulement qu'un lors des 3 derniers. Mais je pense Ouais. que Geno Smith est là pour qu'on C'est un peu comme retrouve les vraiment un Bears, ça. petit. C'est Ouais, un peu comme les exact. Bears. Tu sais, si on provoque pas de revirement, la défense est exposée, là, secrètement mauvaise. Mais Geno Smith s'est dit, ah, OK, ouais, je peux remédier à ça, les boys. Inquiétez-vous pas. Moi aussi, je prends les Jaguars Ah, pour j'ai l'emporter. 3 revirements pour vous. J'ai 3 revirements dans ma poche pour vous. Inquiétez-vous pas. Les Panthers à 4-4 vont affronter les Packers qui sont 5-1-1. Comme ça, je te dis que les Packers sont au premier rang de l'association nationale en ce moment. Green Bay favori par 12,5 au preneur au livre. Vraiment, on ne croit pas aux Panthers et leur fiche de 500. Moi non plus, je ne crois pas aux Panthers. Je pense qu'on a vu le vrai visage des Panthers contre les Bills. Même si Bryce Young pourrait effectuer un retour au jeu, je prends les Packers pour l'emporter là, assez facilement. On n'a aucune victoire sur les terrains adverses jusqu'à présent cette année du côté des Panthers de la Caroline. Puis là, c'est pas à Lambeau Field qu'on va aller chercher une première victoire sur la route. Alors, victoire des Packers, Jordan Love. T'sais, il a été 20 en 20 à un certain moment donné. Il a commencé 20 en 20 contre les Steelers de Pittsburgh. Ça, je sais pas s'il faut donner crédit à Love ou la défense des Steelers qui en arrache. Mais écoute, il a connu un brillant match. Puis que dire de Tucker Craft et les rapprocher était sensationnel contre Pittsburgh. Mais ouais, Green Bay va gagner facilement à domicile contre la Caroline.
Parle-moi de te corriger, par exemple, les Panthers ont battu les Jets au MetLife Stadium, mais est-ce que ça compte vraiment pour une victoire à Ah oui, l'étranger? c'est vrai, ouais, il y a 2 semaines, ouais, c'est vrai, c'est leur première Un, victoire sur le un terrain d'adverse, thriller t'as raison. de 13-6 Ouais. en passant. Hmm. Thriller. Ouais. 13 points Les, seulement contre les Jets. Ouf. Ouais. On va assister au début de Tyler Shot là, dans la NFL alors que les Saints vont affronter, ils sont 1-7, vont affronter les Rams. Ils sont 5-2. Tyler Shot jeté dans la fosse au lion, ou plutôt dans la gueule du loup, dans la fosse au taureau. Bref, ce ne sera pas facile pour Tyler Shot qui affronte l'un des meilleurs fronts défensifs, sinon le meilleur front défensif de la NFL. Ouais, puis les Rams sont reposés. La dernière fois qu'on les a vus en Ouais. action, c'était à Londres contre les Jaguars. Ils ont eu congé la semaine dernière. Tu l'as dit, dans la fosse au lion. Je choisis les Rams, c'est aucun doute là-dessus, puis je suis pas mal certain que toi aussi, là. J'aurais préféré qu'on l'envoie aux Panthères en Caroline la semaine prochaine. Si j'avais été l'entraîneur-chef, ça aurait peut-être été plus facile, mais bon. Ouais, c'est vrai. Du côté des Rams, Puka Nacua va être de retour au jeu. Assurément, ben, on dit du côté des Rams qu'il va s'entraîner cette semaine, qu'il sera à son poste euh, contre les Saints. Donc, moi aussi, je prends les Rams pour l'emporter. Le 26 sacs du quart cette saison. Les Rams, je pense que ça va être. Ça ne sera pas facile, en tout cas, pour Tyler Shock. Et finalement, les Non, bonne Cardinals, qui chance. sont 2-5, vont affronter les Cowboys, qui sont 3-4-1. Dallas, favori par 2,5 au premier au livre. Dallas, invaincu en 3 matchs à domicile cette saison. Fiche de 2-0-1. Et on a inscrit au moins 40 points par match lors de nos 3 matchs à domicile. Moi, je prends les Cowboys pour l'emporter. Ah oui? Ah, moi, je vais avec Ouais. l'Arizona. Les Cardinals Ah, avaient congé la semaine t'as dernière. lâché le bandwagon la semaine dernière. Là. Tu étais dans le bandwagon des Cowboys? Ben ouais, écoute, on a une collision frontale. Ça a vraiment pas bien été sur le bandwagon des Cowboys. Je veux plus rembarquer là-dessus. Peut-être c'est moi qui se trompe, c'est comme tu dis, Dallas joue bien à domicile, mais regarde, j'avais choisi pour surprendre les Broncos, c'est pas ça qui est arrivé du tout. Donc là, je vais me venger et choisir les Cardinals. Ils vont aller venger mon honneur au AT&T Stadium, ils vont causer une surprise en l'emportant. Les Cardinals sont coriaces. Toutes leurs rencontres, si je me trompe pas, il me semble que tous leurs matchs se sont terminés par un écart d'une possession. Tu sais, on a perdu des matchs à la fin du quatrième quart. Non, je vais choisir l'Arizona. Toutefois, est-ce que Kyler Murray va effectuer un retour au jeu? Là est la question. Parce qu'on a mieux paru avec Jacoby Brissett au poste de quart. On enregistre le podcast mercredi matin, donc on ne sait toujours pas si Murray sera de retour. Mais moi, j'y vais avec les Cardinals, peu importe quelle carrière. Pour une Et surprise. là là. Et là là. Puis avant de passer C'est au tableau, Dallas! As-tu vu la défense des Cowboys, Marc-André? ouais. T'as-tu vu la défense des Ouais. Cowboys? Tu peux pas me dire que n'importe quelle équipe a une chance contre Dallas. C'est à quel point l'unité défensive est mauvaise. Puis en plus de ça, on a des blessés. Avant de passer au tableau des prédictions, on a une question de Thomas Frigon sur Instagram qui concerne les Browns qui sont en congé cette semaine. Placer Myles Garrett à quel rang de tous les temps en tant que joueur défensif? Merci pour le podcast. Alors Didier, Myles Garrett, Oh il est mon où? Dieu. Ouais. En tant que joueur défensif, il y a eu des grands joueurs là en défense dans toute l'histoire de la NFL. Là. Peut-être en termes de chasseur de quart. Écoute, là, il est en avance sur tout le monde. Là. Avant l'âge de 30 ans, il a le plus grand nombre de sacs du quart dans toute l'histoire de la NFL. Alors vraiment, c'est une saison, là, c'est une carrière incroyable là, qu'il connaît en termes de production de sacs du quart. Mais malheureusement, à cause du fait qu'il joue pour les Browns, on va pas penser à nommer son nom parmi les meilleurs joueurs nécessairement, là. Que ce soit en défense ou les meilleurs chasseurs de cartes. J'ai l'impression une fois que sa carrière sera terminée, parce qu'il n'y aura pas de succès en éliminatoire. Donc c'est ça, là, il y en a eu des grands chasseurs de cartes qui ont sombré dans l'oubli parce qu'ils n'ont pas joué pour des équipes gagnantes dans l'histoire de la NFL. Alors malheureusement, Myles Garrett, ça va peut-être se terminer de cette façon-là, mais encore une fois, je suis à blâmer. C'est lui qui a choisi de signer la prolongation de contrat cet hiver, souviens-toi. Il avait mis de la pression, il avait dit qu'il voulait être échangé, puis là, quoi, 2 semaines après, il a changé d'idée. Alors moi, je me sens pas mal pour lui. On l'a vu sur les lignes de côté, lancer son casque violemment au sol, il était frustré, malgré ses 5 sacs du quart. Les Browns ont perdu. Hey, Miles, c'est toi qui as fait confiance à l'organisation des Browns. Come on. Tu savais que les Browns sont tout croche. Tu as signé le contrat.
Bon, maintenant, il a choisi l'argent. Il aurait pu. Parce que n'importe quelle équipe aurait donné 40 millions de dollars par année à Myles Garrett. Parce qu'il en vaut la peine. Il est le meilleur chasseur de cartes de la NFL, Marc-André. Mais lui, il a choisi de rester à Cleveland. Alors, too bad, comme on dit en bon québécois. C'est difficile de faire ces classements-là parce que, tu sais, t'as tellement d'éléments en défense. T'as la tertiaire, t'as le front défensif, t'as les secondaires. Dans l'histoire, t'as des gars dans le tertiaire, que Champ Bailey, Darrell Reeves, des gars comme ça là, qui me viennent en tête. Pas la même Non, chose on parle de également que toute des l'histoire de gars la dans le Ligue en front des... plus. Ouais. Ah, mais non, mais c'est ça, tu sais, à quel rang, là, tous les temps, et en termes de joueurs défensifs, t'as plusieurs joueurs qui font un travail différent, je trouve, là. Puis c'est dur vraiment à quantifier ces choses-là. Si on passe maintenant au tableau des prédictions jusqu'à maintenant, cette saison, Didier, du tableau du pool. Oui, ben oui, le tableau du pool. Écoute, moi j'ai eu une fiche de 8 et 5 la semaine dernière. Tout d'abord, fiche de 8 et 5. Toi, tu as été 9 et 4. Bonne semaine pour toi. Moi, Guillaume a été 8 et 5 également. Pas de changement au meneur du tableau hein, chez les gens qui participent au pool. C'est toujours Simon Lève qui est en tête avec sa fiche de 87 et 33. Alors moi, ma fiche combinée 79 et 41. La tienne 78 et 42 et Guillaume 71 et 49. Alors, au niveau de nos sélections, bon, t'es le seul qui a avoir choisi les Bears contre les Bengals. Alors, Guillaume et moi, on a pris les Bengals. Guillaume a pris les Panthers contre les Packers. Là, clairement, Guillaume, là, il lance des Hail Mary là, à droite, à gauche. Là. Alors, ça, ce sont pas mal nos différences. Guillaume a pris les Texans. Alors, tu vois, il va avec des surprises. Les Texans contre les Broncos, ça, c'est plus faisable que d'autres sélections. Puis moi, je suis le seul à avoir choisi les Cardinals contre les Ben Cowboys ouais, de Dallas. pas surpris. Ben oui, donc c'est ça. Donc Simon Lève qui reste en tête du pool des prédictions du podcast Le Sac du Cœur. Ben, on va se tourner maintenant du côté du Fantasy Football. Marc-André, ton Stardom Sedum, tes recommandations pour la 9e semaine d'activité. On y va là avec la position de carrière. Sam Darnold connaît une bonne saison et tu as l'impression que ça va se poursuivre encore une fois. Contre Washington, on en a parlé un peu à quel point la défense des Commanders était exécrable par la passe. Washington, 20 points alloués en moyenne au quart adverse cette saison et dans des semaines où ce que les gars comme Baker Mayfield ou Jalen Hurts sont en congé, je pense que Sam Darnold peut s'avérer être une bonne option. Sam Darnold, évidemment, retour d'une semaine de congé. Avant sa semaine de congé, il avait été quand même assez... ça avait été une performance mitigée pour lui là, contre les Texans lors de la semaine numéro 7. 217 verges, une passe de toucher, mais je pense que c'est justement dû au fait que les Texans ont une excellente défense. Sam Darnold a lancé au moins 2 passes de toucher dans 4 de ses 6 derniers matchs, donc je pense qu'il est une excellente option cette semaine. Bo Nix, tu recommandes de clou au banc là, face à la brillante défense des Texans de Houston. Certains ont repêché Bo Nix en disant qu'il serait un corps qu'on peut conserver dans sa formation à chaque semaine. Ce qu'on se rend compte, en tout cas ce que moi je pense, que je me rends compte, c'est que c'est un corps arrière qu'on doit... c'est selon l'affrontement. On l'insère selon l'affrontement. Et cette semaine, l'affrontement, on en a parlé, c'est vraiment pas avantageux. Parce que Bo Nix, c'est 4 matchs de plus de 20 points fantasy cette saison. Cool. Mais il y a 3 matchs de moins de 13 points fantasy. Donc, c'est vraiment, comme je le dis, c'est selon l'affrontement, selon ce qui importe dans le cas de Bo Nix. Deux matchs seulement de plus de 250 berges par la passe cette saison, Bo Nix, lors de la semaine numéro 9 contre les Texans. Les Texans ont loué 6 touchés par la passe. Pour vous donner une idée, ils ont 7 interceptions cette saison. Donc, ils ont plus d'interceptions qu'ils ont alloué de toucher par la passe. Houston, on accorde 10 points en moyenne au quart adverse en fantasy. C'est le plus bas total, la plus basse moyenne dans la NFL. Donc, je pense que Bo Nix est à clouer sur votre banc si vous avez une meilleure option. Seuls les Bucks et les Seahawks ont marqué plus de points, plus de 17 points contre la défense des Texans. Donc, je pense que Bo Nix, ça pourrait être plus difficile pour lui cette semaine. Tu sais, dans la classe des carrières de 2024, Bo Nix est le quart qui a été responsable pour le plus grand nombre de touchés. Là, quand tu combines ses touchés, bien sûr, ses passes de touchés et les touchés inscrits au sol, là, j'avais été surpris de voir ça. Donc, il devance Caleb Williams et Jaden Daniels lorsqu'on parle tout simplement de toucher dans cette classe. Mais cette semaine, effectivement, pas de confrontation avantageuse pour lui contre les Texans à Houston en plus. Maintenant, chez les porteurs de ballon, lequel tu crois qu'il faut insérer au sein de la formation absolument là, cette semaine?
Kimani Vidal des Chargers de Los Angeles. Dans mes notes, j'ai écrit San Diego. Mon Dieu, je vis dans le passé. Ah ouais. Porteur de ballon numéro 8. Porteur de ballon numéro 8 la semaine dernière, Didier, et on l'a vu lors du match du jeudi soir. Là, et moi, je l'ai trouvé explosif. Le test de l'œil, le fameux eye test, je l'ai trouvé vraiment explosif, Kimani Vidal. La semaine dernière, plus de 115 verges dans 2 de ses 3 départs cette saison. Lors de la semaine numéro 9, on affronte les Titans du Tennessee. Les Titans ont accordé 12 touchés au sol aux porteurs de ballon adverses. C'est un sommet dans la NFL cette saison. Plus de 28 points alloués aux porteurs adverses également. Et avec ou sans Son Haskins, je pense que Kimani Vidal sera encore une fois payant pour vous cette semaine. Excellent. Maintenant, chez les porteurs de ballon, Alvin Kamara. Tu crois que face aux Rams, ça pourrait être difficile. Hein? Tu en as parlé tout à l'heure, les Rams qui misent sur un des meilleurs fronts défensifs de toute la NFL. Ça sera une discussion pour une autre fois, Didier, mais est-ce qu'on est en train d'assister au début du déclin d'Alvin Kamara? Moi, je me pose la question, moyenne de 3,6 verges par course, c'est la plus basse moyenne de sa carrière. Il n'a pas inscrit de toucher depuis la semaine numéro 1. Il n'a pas récolté 100 verges au sol en un match cette saison. Il n'a pas récolté 50 verges sur réception dans un match cette saison. Puis il n'a pas excédé 16 points fantasy également dans un match. Donc, est-ce que c'est le début de la pas fin bien, pour finalement. Non, effectivement. Et parlant de ça va pas bien, on affronte les Rams lors de la semaine numéro 9. Les Rams qui ont accordé le plus bas total de points aux porteurs de ballon adverse. Donc, je pense que Alvin Kamara, avec les débuts de Tyler Shark, ça risque d'être difficile pour l'attaque des Saints. Il est à clouer sur votre... On va se tourner chez les receveurs de passe maintenant. Marvin Harrison Jr., tu nous recommandes de le faire jouer. Eh ouais! Pourtant, ok. Ben, vas-y, explique-nous pourquoi. Les Cowboys, Didier. Toi qui est tellement Aussi simple que ça. on pourrait passer à autre chose. Non, sérieusement, on revient d'une semaine, on revient d'une semaine de congé des Cardinals. Chez les Cardinals, Marvin Harrison n'a vraiment pas été facile lorsqu'il était sur le terrain dernièrement. 4 réceptions totales lors des 2 derniers matchs. Moyenne de 56 verges par match cette saison, sauf que tu l'as mentionné, les Cowboys. Dallas ont alloué 15 touchés aux receveurs éloignés adverses cette saison. C'est un sommet dans la NFL. Et 41 points alloués aux receveurs adverses. C'est également un sommet dans la NFL. Donc, je pense que c'est une bonne semaine pour Marvin Harrison. OK, parce que je souhaite de tout cœur que tu as raison, là, afin que ma prédiction de la victoire des Cardinals devienne une réalité. T. Higgins, des Bengals de Cincinnati. Pas beaucoup ciblé, là. Tu entends parler tout à l'heure, Joe Flacco qui n'a que 2 yeux pour Jamar Chase. Mais c'est un peu ça parce que, encore là, je vais me mouiller un petit peu parce que l'affrontement est vraiment pas si pire que ça. Mais T. Higgins ne connaît pas une bonne saison, Didier. Il y a une moyenne de 3 réceptions par match cette saison, puis une moyenne de 45 verges de réception par match. C'est des plus basses moyennes de sa carrière en ce moment. Il a inscrit plus de 15 points fantasy en format standard seulement une fois cette saison. Tu l'as mentionné, la défense des Bears, elle est secrètement mauvaise. C'est ça que tu as dit tout à l'heure. Sauf que les Bears ont accordé moins de 10 réceptions par match adverse cette saison. En fait, ils ont alloué la défense des Bears. Il n'y a aucun receveur de passe qui a franchi le cap des 100 verges de réception en un match contre la défense des Bears depuis la semaine numéro 2. Donc, si j'ai à parier sur un receveur qui va connaître un grand match, je vais mettre mon argent, l'hypothèque de ma maison, tout sur Jamar Chase, peut-être délaisser T. Higgins. Fais pas ça, pas l'hypothèque quand même. Parce que Chicago, 8e plus bas total de verges allouées aux allées rapprochées adverses, aux receveurs, adverses cette saison. C'est quand même pas si pire. Je pense que les ballons vont être encore vers Jamar Chase. Puis Higgins, ça pourrait être plus tranquille pour lui cette semaine. Ouais, c'est comme si Joe Flacco a toujours rêvé de... Ouais, non, je comprends. C'est comme si Joe Flacco a toujours rêvé de jouer avec Jamar Chase, puis là, il arrive pas à y croire, puis il arrête pas de cibler, là. Tu sais, comme quand tu joues à Madden, là, puis là, t'es comme, finalement, là, je joue avec tel receveur de passe, puis que tu lances continuellement le ballon. Chez les ailiers rapprochés, il y a Colston Loveland, des Bears de Chicago, il est finalement en santé. Là, on commence à voir pourquoi les Bears l'ont sélectionné en première ronde. Je me mouille encore une fois, je mets ma main au feu et vous dis que peut-être que l'éclosion, c'est cette semaine, là, dans le cas de Colston Loveland. La semaine dernière, 3 réceptions, 38 verges en l'absence de Cole Kmet. C'était quand même très ordinaire. Par contre, on affronte les Bengals dans la semaine numéro 9 et les Bengals sont très mauvais contre la position d'allié rapproché.
5 touchés alloués aux alliés rapprochés lors des 2 dernières Elles sont semaines mauvaises du contre toutes côté les des positions, Bengals. là, Marc-André. Ouais. Les Bengals, ils arrêtent personne. C'est fou, là. Ouais. Je t'ai envoyé une vidéo, il y a un gars sur TikTok qui fait des montages des pires performances, des pires jeux défensifs des Bengals à toutes les semaines, là. J'ai oublié c'est quoi le nom de son compte sur TikTok, mais c'est vraiment spectaculaire, là. Les plaqués ratés, les erreurs d'assignation, ça n'arrête pas. Exact. Donc, 10 touchés alloués aux alliés rapprochés adverses cette saison, 5 dans les 2 derniers matchs. Ça a fonctionné pour Mason Taylor, ça a fonctionné pour Jonnu Smith, ça a fonctionné pour Pat Freiermuth également. C'est un sommet dans la NFL, les 10 touchés, et moyenne de 27 points alloués aux alliés rapprochés adverses lors des 4 dernières semaines. C'est un sommet dans la NFL également. Donc, je pense que tout est en place pour que Colston Loveland connaisse un fort match. Et évidemment, il est probablement disponible sur votre fil de joueur autonome. Vous pouvez aller le chercher sur votre fil de joueur autonome et l'insérer immédiatement dans votre formation au besoin. Personnellement, j'ai Harold Fanning en semaine de congé, Mason Taylor aussi dans un pool. Je prévois, d'ailleurs, tu me fais penser que je n'ai pas été chercher, j'ai pas mis mon waiver priority sur Colston Loveland. Je vais aller le faire après le podcast. Il est à insérer dans votre formation. Parfait. Et on va terminer avec l'ailier rapproché que tu conseilles de clouer au banc cette semaine. Il s'agit de Dalton Kincaid des Bills de Buffalo. Vous allez me dire, ça n'a pas été si pire pour Dalton Kincaid. Il a connu de bonnes semaines jusqu'ici, une moyenne de 11,7 points fantasy cette saison, mais je lui attire sur votre attention, c'est peut-être une façade. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, en fait, cette année, Dalton Kincaid est sur le terrain, court des tracés 55% du temps chez les Bills. C'est bon pour le 31e rang à la position d'aller rapprocher. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il ne court pas beaucoup de tracés et c'est qu'il est hyper efficace lorsqu'il est sur le terrain, mais il n'est pas sur le terrain souvent. Ou en fait, il n'est pas sur le terrain pour courir des tracés de passe. C'est ça qui importe. Et lors de la semaine numéro 9, on affronte les Chiefs. Et en 3 matchs dans sa carrière contre les Chiefs, son sommet en termes de verges d'Dalton Kincaid, ça a été 45. Les Chiefs ont accordé le 4e plus bas total de points aux alliés rapprochés adverses cette saison. On joue de l'excellent football, moyenne de 8 points par rencontre accordée aux alliés rapprochés. Donc, je pense que Dalton Kincaid, là, c'est une façade. Je pense que si vous avez une meilleure option, je sais qu'il est dans le top 10 en ce moment à la position d'aller rapprocher, mais si vous avez une meilleure option, je vous conseille de l'utiliser en fin de semaine contre les Chiefs. Bon, ben voilà, écoute, Marc-André, on a fait le tour en ce qui concerne le fantasy football et cet épisode du podcast. C'est un épisode chargé, là. On a passé beaucoup de temps à discuter des Alouettes en compagnie de David. Ouais, très long. Je sais, il faut que tu ailles travailler. Donc, écoute, je vais pas te retenir plus longtemps. Et on espère que lorsqu'on va enregistrer l'épisode de la semaine prochaine, ben, que les Alouettes vont avoir accédé, bien sûr, à la finale de l'Est contre les Tiger Cats de Hamilton. Alors, d'ici là, ben, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Portez-vous bien.